Bonjour, ou plutôt bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous, bénévoles et adhérents des diverses associations Jalmalve, qui, pour certains, avaient traversé la France pour venir nous retrouver en Bretagne. Merci à tous ceux qui sont de la région et qui sont présents ce soir pour nous rencontrer et pour assister à cette conférence. Je remercie également tous nos partenaires, dont la ville de Rennes, qui nous accueille dans le centre de congrès des Jacobins. Merci à Madame Sylvie Quillan, qui représente le conseil départemental, de nous faire l'honneur de sa présence ce soir. Madame Appéré-Maire nous fera l'honneur de sa présence demain matin. Merci au comité congrès de la Fédération pour son aide et son soutien dans la préparation de ce 32e congrès. Merci à tous les bénévoles de Jalmalve 35 présents sur ces 3 journées, et plus particulièrement à Daniel, Philippe, Pierre, Benoît, Michel et Brigitte qui se sont mobilisés pour la préparation de ce moment, la recherche des intervenants et la recherche des financements pour que ce 32e congrès de la Fédération Jalmalve soit riche de ses apports et, nous l'espérons, une réussite. Comme vous le savez, ce congrès aurait dû avoir lieu en 2020. L'épidémie du Covid en a décidé autrement et nous a tous contraints d'ajourner nos projets. Huguette Le Gall, présidente de Jalmalve 35 depuis plus de 30 ans, espérait le réaliser en 2023 en y mettant tout son cœur, son énergie et en mobilisant ses connaissances et son expérience sur le sujet du deuil. Elle s'y était préparée en animant en tant que fil rouge notre dernier congrès Jalmalve en mai 2022 à Évian. La maladie et la mort en ont décidé autrement. Huguette nous a quittés le 27 septembre dernier et a laissé derrière elle un grand vide dans l'association. Malgré le deuil, le chagrin, le deuil que nous vivons, le conseil d'administration de Jalmalve 35 a décidé de poursuivre son œuvre, de mener à terme ce congrès avec pour thème le deuil, thème qu'elle avait choisi. Aussi, nous avons décidé de lui dédier ce 32e congrès de la Fédération Jalmalve. Merci pour elle. Ce ne fut pas une mince affaire que de reprendre le flambeau après Huguette, qui était connue et reconnue par tous, tant dans la vie associative que dans la vie publique. Nous espérons que ce congrès sera à la hauteur de ces espérances. Ce thème du deuil choisi cette année nous concerne tous. Nous avons été ou serons toutes et tous un jour impactés par le décès d'un proche, d'un ami, d'un collègue de travail, d'une connaissance. Une enquête a été faite auprès des 75 associations adhérentes de la Fédération sur les actions menées autour du deuil et sous quelle forme. Plusieurs associations sont déjà grandement investies sur ce thème. Le résultat de ce bilan vous sera donné pendant ces journées de travail. Nous souhaitons partager pendant ces 3 journées un maximum d'informations sur qui nous sommes en tant que bénévoles Jalmalve, ce que nous pouvons proposer comme accompagnement des personnes en deuil dans notre région et dans nos régions. Les associations foisonnent d'idées pour accompagner des personnes, adultes, enfants, adolescents, sans oublier les personnes âgées qui vivent un deuil. Ces innovations vous seront proposées lors d'une table ronde demain. Elles sont si nombreuses que nous avons proposé aux associations de les mettre sous forme de posters qui sont exposés et que vous pourrez voir lors de vos pauses. Cette année, nous avons aussi voulu ouvrir notre congrès aux autres associations et fédérations qui ont leur propre spécificité d'accompagnement. Ceci afin de mieux nous connaître et de pouvoir orienter les personnes que nous accompagnons au plus juste de leurs besoins. Nous avons aussi voulu ouvrir nos débats et échanges aux professionnels de santé de la région et aux entreprises souvent confrontées à la mort qui nous sollicitent parfois lors de décès pour accompagner leurs salariés. Depuis plus de 30 ans, les bénévoles accompagnants de Jalmalve 35 sont formés et participent à un groupe de parole mensuel animé par un psychologue. Ils interviennent dans divers
établissements du département auprès des personnes gravement malades, des personnes en fin de vie, des personnes âgées, des personnes qui vivent le deuil d'un proche, au téléphone, en entretien individuel et en groupe ouvert à tous, tout deuil confondu, tous les premiers lundis du mois. Je vous souhaite à toutes et à tous un 32e congrès de la Fédération Jalmalve, riche en partage, en réflexion, en moments festifs et en rencontres chaleureuses. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Sylvie Quillan, qui représente le Conseil départemental. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, mesdames, messieurs, je suis Madame Quillan, conseillère départementale, déléguée à la prévention du vieillissement et à la santé mentale. C'est très émouvant pour moi de me retrouver ici devant vous et votre présence témoigne bien de votre intérêt pour ce 32e congrès de Jalvam portant sur le deuil, accompagnement, continuer à vivre. Je suis particulièrement émue d'être ici en tant qu'ancienne infirmière. J'ai exercé en tant qu'infirmière pendant 40 ans à l'hôpital et aussi j'ai été un temps coordinatrice de soins en EHPAD et j'ai pu voir effectivement l'évolution du prendre soin des personnes en fin de vie, l'évolution législative, la mise en place des soins palliatifs, l'évolution, la loi Leonetti, CLES et aujourd'hui le rapport Falorni. C'est bien le besoin de l'accompagnement pour le mourir vivant, comme dans le film d'Emmanuel Berco, De son vivant. Votre association montre justement comment la vie, jusqu'au bout, doit être respectée auprès des personnes en fin de vie et peut continuer auprès des personnes en situation de deuil. Je peux évoquer ici la situation des personnes âgées, car en tant que présidente de la conférence des financeurs, qui finance des projets justement visant à réduire l'isolement social des personnes âgées que beaucoup de personnes âgées subissent. Aussi, dans ce virage domiciliaire et la volonté de mourir à domicile, votre engagement prend aussi tout son sens. Nous avons été donc sensibles à votre demande auprès du Conseil départemental dans son examen très particulier et voté lors de la dernière commission permanente du 23 mars 2023. Et je peux vous dire qu'on a quelque peu dérogé au barème habituel. Au nom du CD35, je remercie évidemment les administrateurs, les organisateurs, mais aussi tous les bénévoles, pour votre engagement solidaire, bienveillant, humain, auprès de toutes les personnes en situation de fin de vie ou les situations en situation de deuil pour se reconstruire, pour vous préparer aussi, mais cet engagement nécessite effectivement une grande préparation pour cette relation d'aide et aussi pour vous protéger. Je vous remercie. Madame Quillan. Je vais maintenant laisser la parole à Amanda Castello, qui va venir animer cette conférence sur le deuil et accompagnement continuer à vivre. Amanda est juriste et counselor de la Carl Simonton Foundation, expert praticien EFT, auteure et conférencière, qui a travaillé pendant de nombreuses années dans la formation des opérateurs et des bénévoles en soins palliatifs et en accompagnement du deuil. Elle est engagée dans la recherche sur la fin de vie, les NDE et la physique quantique et collabore avec des chercheurs de différents pays pour développer les connaissances scientifiques dans ces domaines. Elle est la fondatrice de l'association Polo Para pour la recherche sur la fin de vie, ART, reconnue d'utilité publique en Italie. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages en français, italien et espagnol, dont Paddy et l'aventure de la vie, livre pour les enfants, et aujourd'hui Calmer sa peine. Amanda connaît très bien Jalmalve et a travaillé pendant de nombreuses années avec Chantal Catan, que plusieurs d'entre nous ont connu, pour faire connaître et développer l'accompagnement des personnes en soins palliatifs et des personnes en deuil. Merci Amanda de nous rejoindre.
Et Olivier de Margerie, que tout le monde connaît, au moins pour la fédération, notre président de la Fédération nationale, qui sera le modérateur de cette conférence. Je vous souhaite à tous une belle conférence. Deux mots de plus pour vérifier que le micro marche. Je crois que c'est le cas. Oui. Oui, tant mieux. Si c'est le cas, je voudrais juste ajouter deux mots, qui est de me réjouir profondément de la présence d'Amanda qui est là et qui connaît effectivement bien et depuis longtemps Jalmab. Ça fait que peut-être on va se tutoyer dans la façon de discuter devant vous et avec vous. C'est pas si fréquent, mais la raison en est là. C'est l'antériorité des liens. Je voudrais ajouter à ce qui a été dit que Amanda est venue ici aussi avec un livre très récent qu'elle vient de terminer et que ce livre très récent et qui résume ce que l'expérience a pu permettre de mettre à jour sur notre sujet, notamment du côté pratique, du côté guide pratique. Alors il est là, il est en vert, il s'appelle Calmer sa peine. Il y a la possibilité de le trouver à la sortie droite ou gauche, je ne sais pas, et éventuellement d'en voir et peut-être si vous le souhaitiez de vous le faire dédicacer puisqu'elle sera là jusqu'à la fin de la soirée et notre libraire aussi. Voilà, je voulais ajouter ça parce que cette capacité à écrire des livres et des livres sur lesquels s'accumule l'expérience et qui sont toujours de plus en plus tournés vers comment en faire quelque chose de praticable pour les uns, pour les autres, pour nous, répond en fait complètement au titre qui a disparu, mais c'est pas grave, sur le comment continuer à vivre, qui est au fond le sujet le plus important de ce que vous allez évoquer. Dans le déroulement pratique, on va peut-être avancer en 3 temps. Un premier temps, Amanda Castello va évoquer une série de points et nous nous garderons bien de l'interrompre. Et puis à un moment donné, ça passera peut-être à des questions que Janie Faller et moi-même lui poserons et ça sera une sorte de dialogue à 2, à 3. Et puis dans un troisième temps, vous aurez tout à fait le loisir de pouvoir intervenir à travers un témoignage, une réflexion à voix haute. La salle s'en va très très loin. On essaiera de faire tourner les micros rapidement parce que je doute que si les personnes du dernier rang là-haut veulent parler, même avec une voix de stentor, on ne vous entendra pas. Donc on essaiera de faire tourner les micros rapidement. Voilà, merci beaucoup. Et Amanda, c'est à toi. Alors on s'était mis d'accord que je ne devais pas aller sur le pupitre, qu'on se mettait en petit salon. Comme ça devenait une conversation très amicale où il posait des questions sur un thème pour ne pas me laisser partir en roue libre pendant 2 heures. Mais par contre, là, tout d'un coup, il faut que je me lance. Alors, je me lance. Bon. Donc, c'est vrai qu'on a décidé qu'on se tutoyait parce que c'est vrai que moi, je suis quand même très liée à Jalmab depuis 1997, c'est-à-dire à la mort de mon mari. Et là, j'ai donc fondé une association donc, en Italie. Et c'est là que j'étais à Paris et j'ai rencontré Chantal Catan et puis tout le groupe de Jalmab. Et on est parti encore même avant que l'association en Italie soit constituée juridiquement. Et on était déjà parti à organiser un premier congrès franco-italien. Donc, pourquoi ? Parce que j'ai toujours défendu, c'est ce que je disais avec Olivier tout à l'heure, une vision latine des soins palliatifs et de l'accompagnement. Pourquoi ? Parce que je m'étais rendu compte, en dirigeant des thèses d'universitaires, donc d'étudiants qui pouvaient être en sciences infirmières ou médecins ou psychologues, etc., que leur référence était toujours dans le monde anglo-saxon. Je disais, mais enfin, c'est quand même curieux que vous allez toujours chercher dans le monde anglo-saxon, alors que je crois qu'il y a quand même une espèce d'identité culturelle au-delà de tout nationalisme ou de religion, que chacun appartient à ce qu'il veut, mais qu'il y avait, par exemple, au niveau du concept de la famille, il y a certainement une identité beaucoup plus forte entre des familles françaises, italiennes, espagnoles, portugaises, qu'avec des familles britanniques ou américaines. Et je trouvais que c'était un petit peu dommage. Donc on a commencé donc, à créer des liens aussi bien sur les soins palliatifs, sur l'accompagnement et sur le deuil, d'abord entre la France et l'Italie. Voilà comment est née la collaboration avec Jalmab. Donc on a organisé des conférences, on a organisé ensuite des échanges entre des bénévoles, des médecins, des infirmiers, des psychologues qui sont allés d'un pays à l'autre. On a organisé des formations
Et on a donc ainsi commencé à créer une espèce de culture de l'accompagnement qui avait cette espèce de vision un petit peu plus latine. Et l'expérience de Jeanne Mal, par exemple, quand elle est arrivée en Italie, a été extrêmement importante parce qu'on n'avait pas encore en Italie ce concept des bénévoles d'accompagnement. Il y avait des bénévoles, tout court, qui pouvaient travailler en hôpital et qui s'occupaient de porter un verre d'eau, voilà. Mais il n'y avait pas le concept qui était né avec Jeanne Mave, qui était ce bénévolat d'accompagnement. Voilà. Et donc, ça, c'était pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il y a ce lien de familiarité entre Jeanne Malve et moi, et ce que je représente, c'est-à-dire tous les amis derrière qui travaillent avec moi, aussi bien dans le domaine, aussi bien en France qu'en Italie. Voilà. Alors, le deuil, pourquoi ? Le deuil, la mort, l'accompagnement. Mais disons que si vous lirez ce livre, vous comprendrez. J'ai peut-être une histoire personnelle qui explique un petit peu pas mal de choses. J'ai vécu pendant très longtemps en Amérique latine et donc à une époque aussi très difficile. C'était donc une époque où il y avait des dictatures militaires ou civiles et où il y a eu beaucoup de violations donc, des droits humains et où j'ai travaillé avec des associations, aussi bien les Madres et Abuelas de la Plaza de Mayo en Argentine, que les femmes, les mères au Guatemala ou au Salvador, c'est-à-dire toutes ces femmes, surtout des femmes, qui cherchaient leurs êtres chers, qui avaient un jour été enlevés par les escadrons de la mort, et puis qui avaient disparu et dont on ne savait rien, parce qu'ils étaient bien sûr enlevés et séquestrés dans des endroits secrets. Et ces femmes allaient tous les jours au bord des rivières ou dans les champs ou au bord des routes pour essayer de voir s'ils trouvaient un foulard, une chaussure, quelque chose qui pouvait créer un lien et se dire ah, c'était son foulard, c'était sa chaussure, c'était lui ou c'était elle. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que certainement ceci a énormément formé ma formation sur le terrain. J'avais une formation, comme a dit Janie, juridique d'abord, et puis ensuite psychologique. Donc j'ai travaillé dans les deux domaines, et en cherchant toujours un peu plus. Donc c'est vrai que cette base, c'est une base de vécu réel, où j'ai compris beaucoup de choses, parce qu'en travaillant par exemple avec ces hommes et ces femmes, surtout des femmes, mais des hommes et des femmes, où j'ai perdu bien sûr beaucoup d'amis très chers qui ont disparu, dont on n'a plus jamais rien su. Et donc, il y a la douleur, non seulement la douleur de la perte, et la douleur du fait de ne pas avoir un corps sur lequel pouvoir commencer son travail de deuil. Et je vais faire un saut alors maintenant historique. Rappelez-vous les tours jumelles. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient « il n'est peut-être pas mort, il est peut-être devenu amnésique, il est devenu sourd, il ne sait plus comment il s'appelle, il a pris un Greyhound, ces gros autobus qui allaient vers le Mexique, et peut-être où son téléphone ne marche plus. Donc tant que vous n'avez pas le corps d'une personne, vous ne pouvez pas commencer votre travail de deuil, parce que vous avez toujours le doute, peut-être qu'il existe encore, peut-être qu'il est quelque part. Et ça, c'est la même chose dans les grandes autres situations dramatiques, comme par exemple les avalanches, les désastres en mer. Vous êtes en Bretagne, donc vous êtes près de la mer. Les désastres en mer, des pêcheurs ou bien d'autres situations, sans aller jusqu'au Titanic, les désastres avions, les glissements de terrain et tout ce que l'on peut imaginer. Donc, toutes ces situations où il manque le corps, et où vous cherchez ce corps parce que vous avez besoin de pouvoir travailler et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bien, alors, bien sûr, là, je suis en train de rentrer sur quelque chose qui est peut-être plus spécifique, mais je crois que le rapport au corps, par exemple, j'ai beaucoup fait de la formation aussi avec le personnel des pompes funèbres. Et je crois que c'est aussi bien dans les pompes funèbres que aussi bien dans les derniers instants de la vie, le respect pour le corps. Le corps, c'est, comme disait Diderot, c'était notre robe de chambre, non, cette robe de chambre dans laquelle on a vécu pendant X années, auquel on s'est habitué. Et le rapport au corps, il est important. Je crois que c'est le plus grand respect que l'on peut apporter à ce corps qui est un corps de douleur, bien sûr, à la fin de la vie, selon bien sûr les conditions dans lesquelles on part, mais qui est en même temps cette identification, puisque nous identifions constamment avec ce que nous sommes. Nous nous identifions à notre image.
nous identifions avec cette représentation. Moi, je me teins les cheveux parce que si je ne les avais pas teints, ils seraient blancs probablement. Mais c'est pourquoi? Parce que j'ai une identification avec une image que je sens encore pour moi le besoin de projeter. C'est un bien ou un mal, peu importe. Mais cela veut dire qu'il faut comprendre que dans le rapport également de l'accompagnement, on a cette identification à la représentation. Par exemple, beaucoup de personnes vous disent, certainement vous l'avez entendu, je ne veux pas aller à l'hôpital, je ne veux pas le voir, je veux me souvenir de lui ou d'elle comme il était avant. Et pourtant, c'est cette dernière image que nous avons. Et c'est aussi cette image dont nous avons aussi besoin. Mais il y a cette peur de l'acceptation d'une réalité qui nous est difficile, parfois insupportable. Et où justement les bénévoles sont parfois très, très utiles et très importants. Parce que parfois on se dit, et on l'entend, « Ah, si j'avais eu le courage, j'aurais été le saluer ou la saluer, et je n'ai pas eu ce courage, et je regrette de ne pas avoir pu être allé toucher sa main, même si il était ou elle était déjà morte. » Donc vous voyez que le rapport au corps, il est constamment présent, et à mon avis, important. Parce que quand nous nous rapportons à des personnes et à des familles en deuil, il y a, si vous voulez, le premier, c'est l'accompagnement de la personne qui est en train de partir et qui sait parfaitement qu'elle est en train de partir. Parce que la personne qui est en train de mourir le sait. Ce n'est pas la peine de lui dire que non, qu'elle sera là pour Pâques ou pour l'anniversaire du petit ou pour le diplôme du grand. La personne sait qu'on lui raconte des mensonges. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'accepter une réalité qui nous est trop difficile à accepter. Elle est insoutenable. Et c'est la raison pour laquelle souvent la personne qui est en train de partir cherche un dialogue avec peut-être des étrangers, avec un infirmier, une infirmière ou avec un bénévole d'accompagnement, parce qu'avec les propres proches, on n'arrive pas. Parce que la personne, le proche, bien sûr, qui est en grande souffrance, se dit « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Allez, parlons d'autre chose, tu verras que tu seras avec nous tel jour, à telle occasion. » Donc, c'est là où, comme disait la Kübler-Ross, utiliser la question, la demande, toujours poser une question. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? De quoi avez-vous besoin ? Qu'est-ce que je peux faire ? Parce qu'en fin de compte, l'accompagnement, ce n'est pas aller là où moi je veux aller, moi là où je crois qu'il est bon d'aller, là où je crois qu'il est bien d'accompagner la personne, mais là où la personne a en ce moment besoin d'aller. Et alors pour ça, il faut que je me mette à l'écoute. Mais l'écoute pas avec les oreilles, l'écoute, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écoute active, c'est-à-dire l'écoute avec les sensations, les émotions, une véritable communication. J'arrive à comprendre au mouvement du corps, au mouvement de la voix, au mouvement des yeux, ce que la personne essaye de me faire comprendre, ce que la personne essaye de me demander. Donc c'est presque un contrat de confiance. C'est un contrat de confiance qui s'établit toujours avec les bénévoles d'accompagnement. C'est-à-dire, je sais que je peux avoir confiance en toi et que si je te pose une question, tu ne vas pas fuir ma question, mais tu vas avoir l'honnêteté de me dire la vérité que je suis prête à accepter. Parce que la vérité, ce n'est pas non plus quelque chose de, voilà, les lignes guides, il y a la vérité, un point, c'est tout. Il y a la vérité, elle est modelable, elle évolue. Il y a des moments où la personne veut savoir la vérité. Vous savez, je dis toujours qu'il faut savoir, quand quelqu'un vous demande, vous pose une question, il faut savoir qui est capable d'entrer dans ce dialogue. Comment dire la vérité? À quel dosage dire la vérité? Et si on est prêt à accompagner la vérité. Parce que la vérité, c'est un peu comme un processus digestif. Ça monte, ça descend. Parfois, on l'a là, et puis on n'arrive pas à la faire descendre, ou alors on l'a sur l'estomac, et on n'arrive pas non plus à la faire descendre, parce qu'il y a des vérités qui sont insupportables. Donc, il faut accompagner la vérité petit à petit, progressivement. Parce qu'avec la vérité, ça permet aussi à la personne, dans les derniers instants de sa vie, de dire ce qu'elle a envie de dire. Il reste peu de temps. Vous voyez, parfois on me pose des questions, on me dit, mais alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit tous accepter alors la situation de la décrépitude de notre corps,
où on ne se reconnaît plus, où l'on souffre, nous savons aujourd'hui que, en fin de compte, la bataille fondamentale, c'est la bataille pour le développement des soins palliatifs. Partout. Partout. Dans les campagnes les plus reculées. C'est ça l'objectif fondamental. C'est ça un objectif de civilisation. C'est ça l'objectif d'un pays digne qui prend soin des siens. C'est-à-dire de développer, d'être à l'écoute des souffrances et d'offrir les services de soins palliatifs partout où c'est possible. Et bien sûr, dans le cas des soins palliatifs, il y a l'accompagnement, la lutte contre la douleur, la lutte contre la souffrance. La douleur physique. La souffrance, c'est la souffrance globale, la total pain, comme disait Cicely Saunders en Angleterre. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas seulement un être physique, je suis un être physique, je suis un être relationnel, je suis un être sentimental, je suis un être émotionnel, je suis un être spirituel. Et c'est dans toutes ces dimensions que s'établit la souffrance. La douleur, elle est au niveau de mon physique, de mon être physique. Mais le moment de la dépression de la personne qui dit « mais à quoi je sers ? Pourquoi je suis encore en vie ? Pourquoi est-ce que le bon Dieu ne m'a pas rappelé ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas morte à la place de mon petit-fils ou ma fille, etc. » Donc, ce moment de dépression, c'est parce qu'il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque de cet abbraccio, de cette étreinte qui est la représentation du symbole de Jeanne Malve. Donc, c'est là où il y a un manque. C'est-à-dire écouter, accueillir, ne pas vouloir prétendre faire des miracles, parce qu'aucun de nous n'est capable de faire des miracles, aucun de nous n'est capable de redonner du temps au temps ou de la vie au moment où on arrive à un terme. Alors, après je m'arrête parce que, bon, je vous avais dit, hein, ça c'est de leur faute. Hein. Bon, laissez partir. Non, il faut m'arrêter. Tu m'arrêtes ? Oui. Allez, oui, je t'arrête pour te demander si tout ce que tu viens d'évoquer là et qui est très marqué par, je dirais, l'accompagnement de personnes en fin de vie, ça se transpose à l'identique pour celui qui est endeuillé. Par exemple, cette dernière phrase qui était « il faut bien accompagner la vérité », est-ce que ça s'applique, par exemple, lorsque j'accompagne une personne endeuillée, il me faut aussi accompagner là où elle en est de sa vérité. Est-ce que mutatis mutandis, ça s'applique ? Je dirais que oui. Maintenant, je suis ouverte à toutes les opinions différentes. Je pense que oui. Je pense que le rapport de la vérité, je crois qu'il est valable tout le temps, même dans un domaine basique de l'éducation de vos enfants. Pourquoi est-ce qu'on a très souvent, souvent dans les rapports de personnes qui viennent chercher de l'aide, il y a des problèmes de quoi ? De communication. Parce qu'on ne sait pas communiquer, on communique mal, on ne dit pas la vérité, on croit qu'on dit la vérité, on croit qu'on a compris la vérité de l'autre, et en fin de compte, non. C'est la même chose dans les couples, c'est les problèmes de couple, c'est les problèmes dans l'éducation, et c'est également donc le problème au niveau des personnes endeuillées. Parce qu'au moment du deuil, en fin de compte, si on n'a pas été dans la vérité au moment, il y a plein de choses qui n'ont pas été dites. Permettre, par exemple, à la personne qui est en train de mourir, d'exprimer ce qu'elle a envie de dire. Ça veut dire qu'elle dit « moi, je voudrais avoir ma petite chemise blanche ». Mais non, mais qu'est-ce que tu dis, grand-mère ? Mais laisse tomber, enfin, parlons d'autre chose. Non, la grand-mère tient à sa petite chemise blanche, brodée, qu'elle a fait faire à je ne sais pas où, en Bretagne, où on fait de la très jolie broderie, je suppose. Bon. Mais on n'accepte pas, parce que ça veut dire que la petite chemise brodée qu'elle désire, ou les chaussures qu'elle désire, ou etc., ça veut dire, oui, elle sait qu'elle est en train de partir. Or, si la grand-mère, je dis la grand-mère, mais ça peut être le fils, la fille, l'enfant, n'importe qui, vous lui permettez de dire, et vous lui demandez, mais de quoi est-ce que tu as besoin ? Qu'est-ce que tu souhaiterais ? Eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, elle vous dira, oui, il vous dira qu'il voudrait pouvoir parler à son beau-fils avec lequel il s'est disputé, ou qu'il veut se retrouver la possibilité avec sa sœur avec laquelle il ne parle plus depuis 20 ans, ou bien peut-être qu'il ou elle veut demander pardon à je ne sais qui, parce que le mari a trahi sa femme, etc., etc. Il y a des milliers de raisons. Mais si on ne permet pas, si on ferme la bouche à la personne qui est en train de partir, il y a des réconciliations qui pourraient être faites et qui ne seront pas faites et qui vont créer un gros problème, je ne sais pas pour celui qui part, mais certainement pour celui qui reste.
Parce qu'il y aura donc un sens de culpabilité de quelque chose qui n'a pas été nettoyé, qui n'a pas été éclairci et qui aurait pu l'être. Et le sens de la culpabilité à l'intérieur d'un deuil, c'est très, très difficile. Et ça peut ensuite porter à des situations de dépression. J'ai envie d'évoquer une expérience personnelle très rapide pour savoir finalement qu'est-ce qui s'est joué dans la chose suivante. Je vous le dis en très peu de mots. J'avais un grand frère, nettement plus grand que moi. Il se chope un mauvais cancer, il est en rémission, il rechute et il est à ce moment-là aux États-Unis. Et avec la plus grande force statistique, les médecins lui disent qu'il est effectivement définitivement condamné, bientôt, mais sûrement. Je vais le voir aux États-Unis. Nous n'avions pas une relation tellement simple et tellement claire. Je vais le voir, sachant très bien que c'était la dernière fois que j'allais le voir. Et je n'arrive pas à établir une relation plus riche avec lui. Lui-même n'arrive pas à établir une relation plus forte avec moi. Et nous allons nous dire au revoir sur un aéroport, incapables l'un et l'autre de faire un pas de plus vers la réalité qui était qu'il savait très bien qu'il allait mourir. Je savais très bien qu'il allait mourir. Et que nous n'avons pas su aller plus loin. 35 ans plus tard, je continue à avoir envie de faire des choses avec ce frère disparu, de voyager en Asie centrale, ce qui était un projet que nous avions, et ça ne s'est toujours pas éteint 35 ans plus tard. Ça ne m'empêche pas de vivre, mais néanmoins, c'est persistant. C'est quoi ça? C'est une histoire de deuil où on n'a pas eu le courage, on n'a pas su? C'est probablement, oui, l'ego que nous avons, chacun d'entre nous, qui est aussi nécessaire, hein. Les bouddhistes disent qu'il faut absolument éliminer l'ego. Je crois que l'ego est fondamental parce qu'il est quand même notre identité, mais qu'il faut arriver à le domestiquer. Et que c'est vrai qu'on a du mal, à cause de cet ego, à faire le premier pas et de dire simplement « je t'aime » ou te dire je regrette, on a perdu du temps, on aurait pu. Et tout ça, après on peut se le dire, mais on peut se le dire alors que l'autre n'est plus là. Et c'est vrai, donc ce sont tous les fameux regrets. Les regrets de ce que l'on aurait voulu faire, on aurait voulu dire. Alors on se le dit après dans nos rêves ou on se le dit tout seul. Mais c'est un petit peu tard pour dans ce cas-là, pour Olivier qui est là et son frère n'est plus là. Donc c'est vrai qu'il faut essayer le plus possible d'ouvrir quand on peut le faire. Mais il n'y a pas de règle universelle. C'est pour ça que quand, vous savez, pareil, parfois vous avez des auteurs qui vous disent voilà un deuil pour qu'il soit résolu. Ça doit être fait maximum 1 an. Après, ça devient chronique ou pathologique. Je crois qu'il faut être beaucoup plus cool, beaucoup plus humble. Si vous lisez ou vous écoutez les interviews de Christophe Forêt, le docteur Christophe Forêt, vous verrez que lui aussi est de la même opinion. Il y a des personnes qui, en 1 an, arrivent probablement à rentrer dans ce qu'on appelle l'acceptation. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup plus de temps. Et puis ça monte, ça descend, ça fait un peu comme la courbe de température, quoi. Il y a des moments où, oui, on a l'impression que ça va bien mieux, puis tout d'un coup, il y a une espèce d'écroulement. Et là, on est en train de parler d'adultes. Puis n'oublions pas qu'il y a, au milieu, dans l'intérieur d'une famille, il y a un deuil, ça va impliquer tout le monde. Parce qu'une famille, c'est une tribu. Donc, à différents niveaux de la hiérarchie et de l'implication affective qu'il y a, les enfants, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, vont réagir différemment, comme à l'intérieur d'une tribu. Donc il faut pouvoir aussi, là aussi, parler, expliquer, dire la vérité. Encore une fois, comment dire la vérité? Qui est prêt à dire la vérité et qui va accompagner cette vérité? Parce qu'il y a des vérités où on dit « c'est pas possible, déni, je refuse, je n'accepte pas ». Et puis d'autres où il faut effectivement, parce qu'un deuil, ça bouleverse radicalement, complètement, la vie de la personne, la vie des personnes, à différents niveaux, bien sûr, ça dépend de l'implication émotive. Mais un deuil, c'est un tir, c'est un tsunami que tu prends en pleine tête et qui va changer ta vie. On n'est jamais pareil avant et après. Donc, c'est une opportunité, ça ne veut pas dire que ce changement, il va être négatif, bien au contraire. Si on est bien accompagné, ça peut être un changement positif. On peut trouver en soi des ressources qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. Il y a des personnes en deuil qui tout d'un coup se réveillent à avoir des capacités. Je pense par exemple des femmes d'un certain âge qui étaient ce qu'on dit un peu familièrement sous la coupe du mari. Le mari décède pour X raisons et on pense que la femme va s'écrouler. Et pas du tout.
Et elle commence à s'engager pour certaines choses ou faire des choses qu'elle n'avait jamais fait avant. Donc, il y a des ressources que l'on peut, bien sûr, pas faire ça tout seul. C'est beaucoup plus difficile de faire ça tout seul. Mais je pense que c'est ça. Il faut, en plus de ça, avoir une... Moi, je dis toujours que l'humilité intellectuelle, c'est la mère de toutes les vertus. Pourquoi ? Parce que l'humilité, la vraie humilité, pas la fausse humilité qu'on nous a enseignée, hypocrite, non ? La vraie humilité, c'est reconnaître ses propres limites. Si je reconnais mes limites, je me protège et je protège les autres. Et ça, c'est très important pour les bénévoles. Parce que reconnaître ses limites, ça veut dire qu'il y a peut-être, par exemple, mais c'est valable pour les soignants aussi, j'ai du mal à entrer en relation avec Monsieur X parce qu'il me rappelle mon père et que je me suis toujours battue avec mon père. Donc, c'est vrai que ma relation d'aide en tant que soignante ou en tant que bénévole, elle peut être très difficile et je dois pouvoir m'ouvrir à mon équipe et dire, moi, Monsieur X, c'est pas possible. Il faut trouver quelqu'un d'autre parce que là, j'ai un problème personnel avec la représentation. Donc, ce que j'appelle humilité, c'est ça. C'est reconnaître ses limites, en sachant qu'une limite, ça peut être déplacé. Ça veut dire que pour toute la vie, je ne pourrai jamais plus me rentrer en relation avec un monsieur qui ressemble. Mais il y a un travail que je peux faire avec le groupe, avec le psy ou la psychologue, de façon à comprendre quel est le problème qui me crée cette limite. Mais je pense que cette humilité intellectuelle, c'est toujours dire, ensuite se poser la question, est-ce que ce que je fais est bien ? Est-ce que c'est dont la personne a besoin ou est-ce ce dont j'ai besoin moi ? Parce qu'attention, ça aussi c'est le danger. Je fais ce que je fais pour qui ? Ah, pour l'autre. Mais je le fais aussi pour moi. Parce que c'est très gratifiant. Vous voyez, c'est la différence, je dis toujours, entre le faire et l'être. Je fais beaucoup de choses. Alors, je lui donne à manger, je vais faire ses cours, je fais ci, je fais ça. J'ai fait beaucoup de choses. Ça m'a fait du bien à moi. Mais est-ce que c'est vraiment ça dont avait besoin la personne ? L'être. Oui, j'avais une de mes étudiantes un jour qui arrive et qui me dit « Ça y est, j'ai compris ». Chaque fois qu'elle allait voir un monsieur, justement, et elle disait, quand on est en formation, et elle me disait, vous savez, j'arrive là-bas et je lui fais son repassage, et j'ai fait ses courses, et je lui raconte ce qui se passe dans le village, etc. Et il est toujours antipathique et il ne me parle pas. Il ne me répond jamais. Et il est toujours avec une tête fermée. Mais je lui dis, peut-être qu'il faut changer le comportement, peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être que ça fait trop de bruit, peut-être que vous faites trop de bruit. Alors elle me dit, oui, mais je pourrais peut-être essayer de ne pas parler, d'arriver, de faire les choses que je dois faire. Je dis, essayez de comprendre, essayez d'écouter avec votre corps, essayez de voir ce que dit son corps à lui, ses mouvements, sa gestualité. Puis de temps en temps, posez-lui juste une question pour qu'il vous donne une réponse. Et un jour, elle arrive, triomphante, elle me dit, j'ai trouvé la nouvelle méthode. Et cette méthode, je l'ai toujours gardée. J'utilise le silence parlé. Et c'est vrai, c'est important, parce que le silence, on a souvent l'intention que c'est vide, le silence. Non, un silence, il peut être profondément riche. Pensez quand vous étiez amoureux et amoureuse, la première rencontre, les yeux dans les yeux, tu ne dis rien. Non, je te regarde. Silence, parlez. Il n'y avait pas besoin de mots. On se comprenait tout de suite. Bon, puis avec le temps, ça a changé. Bon, mais parce que je pense que, vous voyez, on peut parler, tout à l'heure on disait, on peut aussi parler de mort et de deuil, de temps en temps rire un petit peu, parce que il faut toujours jamais perdre le sens de l'humour, à mon avis, même en faisant des choses très sérieuses. Mais je pense que c'est ça, parce que le silence, il peut être chargé d'intention, il peut être chargé d'amour, il peut être chargé de compréhension, il peut être chargé de communication, et dans le deuil, qu'est-ce que vous voulez dire ? On me dit, mais je ne sais pas quoi dire. Quand j'arrive et que je lui parle de son fils, alors elle se met à pleurer, alors je ne peux pas, je n'y vais pas. Et donc vous la laissez toute seule, cette personne, avec sa douleur, avec sa souffrance. Parce que bien sûr, la souffrance de l'autre, elle dérange. C'est souvent d'ailleurs ce que nous racontent les personnes endeuillées quand elles viennent nous voir. Elles viennent pour parler avec nous parce qu'elles sentent que les voisins, enfin que même leur famille ne leur parle plus. Le prénom de la personne décédée n'est plus prononcé et donc elles vivent ça très très mal.
Quand il y a des gens qui traversent la rue pour ne pas venir leur parler, même leur demander comment ça va, c'est vrai que c'est encore une double peine qu'elles reçoivent. Et donc le groupe leur permet en fait de pouvoir échanger et dire les choses et de se rendre compte que d'autres aussi vivent la même chose qu'elles. Exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Souvent, on ne peut pas parler aux proches et on donc peut parler avec un bénévole ou avec une infirmière ou avec quelqu'un d'extérieur. Par exemple, parfois, vous savez que couramment, on se rencontre et on dit « Bonjour, comment allez-vous ?» Et la personne qui, bien sûr, est bien élevée répond « Bien, merci, et vous ?» Et l'autre répond « Moi aussi, bien, merci. » Mais ce sont deux mensonges ou deux menteurs. Parce que si je lui dis « Bonjour, comment ça va ?» Elle me répond « Oui, bien, merci. » Bon, ça va, on finit. Si elle me dit à ce moment-là « Oh, je vais très mal », je ne peux pas lui dire « Ah bah oui, moi aussi, au revoir, à bientôt ». Je suis obligée à ce moment-là de m'arrêter à côté. Je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir entendu. Elle m'a dit, quand je lui ai demandé comment ça va, elle m'a dit « ça va très mal ». Or, en général, on esquive. Mais dans la véritable relation, je me mets à l'écoute et si elle me dit « ça ne va pas », je dois m'asseoir, je dois prendre du temps et je dois donc essayer de rentrer à l'écoute et de voir ce que je peux faire. Ou peut-être simplement, je ne peux rien faire, je peux simplement écouter. Parce que l'écoute, c'est vraiment la première relation qui se crée avec la personne. Quand je me rends compte qu'elle sait que je peux l'écouter ou que je sais qu'elle peut m'écouter, il y a déjà un premier rapport qui s'est créé entre nous, qui est un rapport basé sur la confiance. Alors, je t'écoutais et j'associais deux choses qui ont été dites à des moments complètement différents. Et j'en fais une question. À propos de ton expérience dans les pays latino-américains, tu disais que c'était souvent des femmes, c'était beaucoup plus des femmes qui étaient prises dans ces situations dramatiques. À propos de l'humilité, que tu as d'ailleurs joliment définie comme la capacité de reconnaître ses limites et du coup peut-être de pouvoir les déplacer, en tout cas qu'elles deviennent moins une gêne, ça me fait poser la question suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu différent entre les femmes et entre les hommes, je dirais quel que soit leur âge, à propos de l'approche du deuil, soit qu'elle soit dans la position d'être un endeuillé, mais c'est une femme et c'est pas un homme, ou j'accompagne quelqu'un qui se trouve être... Dans les deux cas de figure, est-ce qu'il y a un peu une différence entre nous, les hommes, et entre les femmes, dans la façon d'approcher la chose? Alors je dirais oui, nous sommes égaux, mais différents. Et ce qui est très important, justement, c'est de maintenir aussi bien l'égalité que la différence, parce que c'est la différence qui nous enrichit aussi. Alors, je dirais que, bon, je pense que vous serez tous d'accord, vous avez certainement dans votre expérience en tant que bénévole, vous êtes rendu compte que les plus difficiles à impliquer dans des groupes de deuil, ce sont les hommes. Alors, les groupes de deuil ou les groupes d'autoréflexion, etc., en général, ce sont des femmes qui s'engagent. Et parfois, vous êtes dans un groupe de deuil, il y a un homme perdu qui se regarde autour et qui dit « Tiens, c'est drôle, je suis le seul homme. » Et on lui dit « Bienvenue, comme ça nous fait plaisir que vous soyez là. » Pourquoi ? Il y a une raison très simple à tout ça. C'est que la femme a plus spontanément l'habitude dans sa formation, depuis qu'elle est petite, à exprimer ses émotions. Il n'y a pas de limite dans la décence. C'est une composante de l'être féminin, de manifester les émotions. Or, l'être masculin, non, c'est l'opposé. Il y a des schémas culturels qui sont établis, et combien de fois vous avez vu, certainement vous aussi, à un moment, vous voyez dans un jardin, etc., il y a un petit garçon qui se fait mal, qui tombe, et il s'est blessé au genou, et il se met à pleurer, et il y a un adulte super intelligent qui lui dit « Arrête de pleurer comme une fille ». Comporte-toi comme un homme. Or, je dirais qu'aujourd'hui, dans les générations plus récentes, ça se voit moins fréquemment. Mais on l'a tous, à un moment ou à un autre, on l'a toutes entendu, cette phrase. Ou bien dans les publicités, l'homme qui ne demande rien jamais. Nous savons toutes que l'homme demande tout le temps. N'est-ce pas, mesdames ? Bon. Mais ça a créé une espèce de mutilation de l'émotivité masculine.
C'est plus difficile de voir un homme qui pleure, et c'est plus facile de voir une femme qui pleure. Ça ne veut pas dire que les pleurs soient la manifestation automatique et garantie de la souffrance. Pas du tout. Il y a des femmes qui ne pleurent pas et qui ont une douleur, une souffrance intérieure profonde. Parce qu'il y a toute une série aussi d'éducation, de comportement, de culture, etc. Mais l'homme a beaucoup plus de difficultés. Moi, quand j'ai organisé des groupes de deuil mixtes, et que je savais qu'il y avait un monsieur qui avait perdu sa femme ou qui avait perdu son fils dans un accident, et que je lui disais, est-ce que vous ne voudriez pas venir? Non, ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Le comportement typique masculin. Donc il ferme dans une barrière, il n'exprime pas, et très souvent, après, il y a des problèmes. Il y a tous les mécanismes de compensation qui peuvent être l'alcool, la vitesse, toutes les dépendances. D'ailleurs, ça, j'en ai parlé aussi. Le sexe, c'est plus chez l'homme que l'on voit ce genre de problème que chez la femme. C'est-à-dire, où la castité, on dit, oui, c'est ça. C'est-à-dire, la personne donc, ne veut plus avoir plus jamais aucun type de rapport sexuel, ou alors un espèce de sexe débridé, fou, qui est comme une espèce... Pourquoi ? Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir un patient, un monsieur, qui vient me voir et qui me dit, écoutez, voilà, j'ai un très gros problème. Ma mère vient de mourir et j'étais avec ma compagne et je lui ai sauté dessus, excusez-moi la vulgarité de l'image, mais c'est comme ça que ça s'est passé, à la sortie de l'enterrement. Et la femme était bouleversée, elle n'a pas compris, elle avait un très bon rapport avec son compagnon. Et il m'a dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et alors on en a beaucoup parlé, parce que c'est facile de juger, non ? Et de dire, c'est bien, c'est mal, parce qu'on a toujours ces visions très dichotomiques de la réalité. Mais je lui dis, mais essayez de penser. Quelle est l'opposition ? Qu'est-ce qui s'oppose à la mort ? Répondez pas tous à la fois. Et la vie, comment elle naît, voilà. Bon, vous voyez, on arrive sur la sexualité. Donc, si vous voulez, la manifestation de l'expression de cette sexualité instinctive qu'a eue ce monsieur, elle était comme une espèce de réponse à la mort de sa mère. Donc, quand on en a parlé, ben, il s'est tranquillisé, il s'est rassuré. Ça ne veut pas dire, je ne veux pas dire que ça peut arriver à tout le monde, hein, que ça arrive à tous les gens qui ont perdu leur... Mais je voulais simplement vous dire que la sexualité aussi, comme pareil, personne qui décide que plus jamais, et puis alors la personne qui est décédée, on en fait une statue idéale qui est mise sur un piédestal, elle n'avait aucun défaut, elle est parfaite. Et pourtant, l'endeuillé, il a besoin même de faire les comptes avec la personne qui n'est plus là. Parce que parfois, il y a des réactions de colère, il y a des regrets, mais il y a de la colère aussi, parce que peut-être le monsieur, il est mort après avec un cancer au poumon parce qu'il fumait 3 paquets de cigarettes par jour, et il a laissé sa femme avec toutes les factures et les prêts en banque, etc. Et elle est en colère. Et donc la colère, il ne faut pas la réprimer. Ce sont toutes les émotions il faut les reconnaître, il faut les accepter. On n'arrivera jamais à l'acceptation, point final du deuil, si on n'a pas nettoyé toutes ces plaies successivement, sans jugement, en les faisant sortir, en les exprimant. Non ? Non ? Plus personne ne veut parler, il va falloir que je continue. Bon, je vais quand même vous donner un exemple. J'avais préparé mon petit cinéma, là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, parfois on me dit, mais la valeur de la vie, je pourrais quand même parler de ça, la valeur de la vie. Moi, j'ai une manie, quand je prépare un livre, ou quand je prépare une conférence, ou quand je prépare quelque chose, j'écris sur un petit carnet, et j'écris toujours avec un crayon. Mais pas un crayon avec la mine, un crayon que je peux prendre, mon taille-crayon, classique. Voilà, parce que même quand je fais avec le taille-crayon, je réfléchis. Et puis après, je pose les mots, etc. En fin de compte, ça, c'est quoi ? C'est un crayon. C'est un crayon qui sert à quoi ? À écrire, oui. À écrire ma vie, à écrire la vôtre. OK ? Donc, quand quelqu'un me dit, oui, mais enfin, quelle valeur a la vie de ma grand-mère ou de mon grand-père ou de mon ami ou de cette personne qui est dans une situation, qui a la maladie de Charcot. Prenons des situations, pas seulement parce que c'est le grand âge, mais des situations qui sont très difficiles, très douloureuses.
et qui parfois suggèrent d'aller faire un petit tour en Suisse, en Belgique ou je ne sais où. Alors, moi je dis, bon, mais... Et ça, c'est quoi? Tiens, ça c'est le tien. Attends. Et ça c'est le tien. OK? Et le plus petit, je l'ai pris moi. Hein, parce que le plus petit, c'est le mien. C'est-à-dire que moi, il me reste ça à écrire. OK? C'est ça que je veux vous montrer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement? Qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs? C'est la possibilité, votre vie, elle est là. Là, vous écrivez toute votre vie. Ce que vous aimez, ce que vous détestez, vos expériences, vos victoires, vos échecs. C'est tout ce que vous écrivez tout le long des années de votre vie. Et puis, petit à petit, vous taillez votre crayon. Et puis, bien sûr, il vous reste ce petit bout. Et moi, je ne les jette jamais, mes crayons. Et là, j'ai dit, tiens, je vais leur porter mes petits crayons. J'étais sortie d'un tiroir et j'ai dit, bon, je vais donner les plus grands à mes compagnons. Et le plus petit, je vais le prendre moi parce que je ne voudrais pas que par scaramancie, comme on dit, non, non, les gens qui disent non. Voilà. Donc, mais même s'il ne me reste que ça à écrire, il en reste encore. Donc, si je prends soin de la douleur, si je prends soin de ma souffrance psychologique, spirituelle, relationnelle, affective, émotionnelle, je peux encore écrire quelque chose, ou je peux encore dire quelque chose. Rappelez-vous, je me rappelle qu'au congrès de la SFAP à Strasbourg, il y avait un atelier très intéressant sur la biographie. Et donc, il y avait des formations qui étaient données à des personnes, parce que bien sûr, on n'est pas tous capables d'écrire son autobiographie, mais des personnes qui disaient, mais à quoi ça sert? Mais vous allez peut-être pouvoir laisser votre histoire à votre famille. Et effectivement, il y avait plein de choses que la famille ne savait absolument pas, parce que la famille ne sait rien de la vie des uns et des autres. Eh bien, par exemple, des personnes qui étaient dans une dépression terrible parce qu'elles étaient en EHPAD, on parlait d'EHPAD avec Madame la conseillère tout à l'heure, des personnes qui étaient en EHPAD et qui vraiment se laissaient un petit peu en se disant « Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Mais pourquoi le bon Dieu ne me rappelle pas? Ça n'a plus de sens. » Et puis tout d'un coup, rencontrer quelqu'un qui leur posait des questions. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient été prix Nobel de je ne sais pas quoi. Ça pouvait être une dame qui avait fait, je ne sais pas moi, la poissonnière ou qui était maîtresse d'école, enfin, ou qui était femme au foyer, mais qui avait des épisodes à raconter. Et tout d'un coup, c'était des épisodes qui étaient racontés par une autre personne et qui correspondaient à tous ces petits morceaux de vie. Et ça redonnait, ça les faisait sortir du désir de mort, de la dépression générale. Donc ça peut être le rôle aussi des bénévoles d'accompagnement. Je t'emprunte le micro parce que cette métaphore du crayon qui est très jolie, comment est-ce qu'elle peut s'appliquer ou se transposer à la situation peut-être d'une personne qui est en deuil, que peut-être j'accompagne ou simplement je ne la connais pas, mais qui au fond, les choses sont paies, elle a perdu quelqu'un, elle est en deuil, et de la qualité de l'accompagnement que je peux peut-être lui apporter dépend non pas la longueur du crayon qui lui reste à vivre, mais sa capacité à bien écrire ce qu'elle aura encore à écrire, ou au contraire, à l'inverse, peut-être à être enfermée dans une situation dont elle ne sort pas, et finalement à ne pas faire usage de son crayon de vie qui lui reste. Et du coup, ma question, c'est en quoi est-ce qu'on peut calmer la peine, c'est le titre du livre que tu as écrit, ou comme le titre de notre conférence, continuer à vivre suivant la façon dont un deuil se trouve bien ou moins bien accompagné. Je te rends le crayon du coup et le micro. Ça rappellera comme ça. Alors, dans les ateliers que moi j'avais organisés, une fois, j'avais proposé à des personnes donc, de la famille, les endeuillés, de proposer justement comme un atelier d'écriture, où il y avait quelqu'un qui, parce que tout le monde n'avait pas envie d'écrire, mais on trouvait à l'intérieur du groupe familial, c'était une réunion où on trouvait quelqu'un qui était prêt à prendre des notes, comme un peu quand on fait une réunion et on choisit quelqu'un qui va prendre des notes de la réunion. Et donc, on décidait de parler de la vie de la personne qui était partie. Et c'était important d'impliquer aussi les enfants et les adolescents qui voulaient, qui acceptaient. Ça devait être quelque chose de très libre. Et alors, chacun commençait à raconter des épisodes. Alors, au début, c'était assez confus.
Puis on a décidé donc d'aller par époque. Ceux qui s'étaient mariés, ceux qui étaient là à l'époque, ceux qui étaient fiancés, ceux qui s'étaient rencontrés dans d'autres situations. Et ça a été donc l'occasion d'écrire un espèce de journal qui était fait par les proches ou les amis intimes, ce n'était pas simplement une question de famille, avec ceux qui étaient donc d'accord pour parler, pour raconter l'histoire de la personne qui n'était plus là. Alors au lieu que ce soit, disons, une souffrance très privée, très solitaire, chacun pleurait dans son coin, ça devenait un moment d'échange où on disait « Tu te rappelles quand il mangeait telle chose, ou ce qu'il aimait boire, la petite grappa à la fin après le café, etc. » avec des épisodes amusants. Et tout ça, ça venait, c'était écrit. Et ça, c'était aussi un moyen de communication par l'écriture, sans pour ça avoir besoin d'avoir un biographe ou d'avoir quelqu'un de spécialisé, et où ça faisait après une espèce de journal. Après, on le recopiait, on rajoutait des photos. On a travaillé aussi beaucoup sur les photos, parce que les photos, pour l'élaboration du deuil, sont extrêmement importantes. Parce qu'on a justement l'image de la personne en souffrance. Bien sûr, là, on parle de personnes que l'on sait qui vont mourir, et donc il y a un processus ou de vieillissement ou de maladie, mais ça peut être aussi la mort spontanée, donc un arrêt cardiaque, un accident, etc. Mais on a donc les images de la personne dans différentes situations. Rappelez-vous, les derniers posts que j'ai mis des images de Chantal Cattan, dont tu as bien voulu rappeler. J'ai vu des images très sympathiques, j'ai des images avec mon chien, des images où elle était en train de boire l'apéritif avec nous, et voilà. Ce sont des images de vie ou des images où c'était chez elle, à Bondy, où j'allais la voir et c'était elle qui cuisinait. Elle allait à l'AMAP, ces associations de petits producteurs, et elle y croyait beaucoup, et donc elle me faisait ces petits plats. Voilà, Chantal Cattan, ce n'était pas une des fondatrices du mouvement Jeanne Malve et du mouvement des soins palliatifs, c'était une femme avec sa personnalité, une femme qui aimait cuisiner, une femme qui s'intéressait pour beaucoup de choses, une femme qui aimait la culture, qui aimait la musique. Voilà, donc toute personne a ces millions de facettes. Et quand donc vous voulez travailler sur le deuil, on doit récupérer l'image de la personne. Par exemple, pensez que, enfin ça vous le savez certainement, mais le 1er novembre, par exemple, dans différents pays d'Amérique latine, en particulier au Mexique, on va sur les tombes en chantant, portant la guitare, on va faire le pique-nique sur la tombe, et on porte sur la tombe ce qu'aimait la personne ou les personnes qui étaient là. Et on chante et on danse et on a la guitare et on dit « Tu te rappelles, il aimait… Et alors, allez, hop, et c'est parti, on chante Et ça, c'est une communion. C'est être en communication ou c'est être en communion. Et c'est donc maintenir vivant, constamment, l'histoire. Et l'histoire, ce n'est pas seulement l'histoire de la personne, c'est le lien. C'est le lien avec tous les membres de la famille, c'est le lien avec les membres de la tribu. Et la tribu, ce n'est pas seulement famille, c'est famille et amitié intime. Quand vous allez dans un hôpital, on vous dit « Vous êtes de la famille ?» Si vous n'êtes pas de la famille, on ne vous laisse pas rentrer. Enfin, maintenant, on ne vous laisse plus rentrer nulle part. Mais bon, il faut dire « Oui, je suis de la famille. » Ah bon, ça va. Comme si la famille, c'était l'étiquette. Et parfois, on sait que dans les relations de famille, il y a parfois des très grosses difficultés, alors qu'il y a une intimité très profonde entre des personnes qui ne sont pas de liens de sang, mais de liens d'amitié profonde. Donc, on est encore, voilà, le travail de deuil qui peut se faire aussi en groupe peut être aussi bien avec l'écriture dont je vous parlais qu'avec un travail de photo, avec un album de photos. Voilà, c'est une des idées, une des propositions que je vous suggère si vous Alors, là, on est en train de parler du deuil en général. Il y a aussi un deuil sur lequel moi j'insiste, et il y a un chapitre entier là-dessus, qui est le deuil animal. Vous avez, parmi vous, vous avez des animaux de compagnie à la maison, des chiens, des chats, ou un hamster, ou un petit lapin. Des lapins. Qui a des animaux de compagnie à la maison? Ah ben voilà. Eh ben oui, c'est une majorité. Donc on sait très bien que quand un animal que nous aimons arrive à la fin de sa vie, c'est une tragédie. Et il faut élaborer le deuil de l'animal. Alors c'est une tragédie pour nous, qui sommes adultes et qui pouvons élaborer, comprendre, etc. Et c'est une tragédie pour l'enfant qui peut-être est né avec son chat ou avec son chien, qui a grandi avec, et puis à un moment, voilà, il faut affronter. Parfois, c'est son premier deuil. Et jamais banalisé.
Une fois, j'ai une famille qui vient et qui me dit, on a un gros problème. Non, le premier, un gros problème. Le gamin ne voulait plus parler avec ses parents parce qu'on lui avait dit que son poisson était toujours là, c'était un poisson rouge. Le poisson, il était mort, mais les parents avaient été acheter un autre poisson et avaient mis un poisson. Et le gosse, il n'était pas idiot. Il dit, c'est pas mon poisson. Si, c'est ton poisson. C'est pas mon poisson. Mais si, il était rouge, pareil, etc. C'était pas le poisson. Quel est le problème? C'est que si on ne dit pas la vérité à un enfant, vous perdez la confiance. Et s'il n'a pas confiance quand il a 8 ans, il n'aura pas confiance quand il aura 15, quand il sera dans l'adolescence ou quand il aura des difficultés successives. Quand il aura besoin de vous, alors il ne pourra pas avoir confiance en vous. Donc, et puis, par exemple, je vous donne un autre exemple. Une fois, une maman arrive et me dit « J'ai eu peur parce qu'on était dans la cour du jardin et puis la porte était ouverte. Et puis le petit garçon était en train, je crois d'ailleurs je l'ai cité le cas, le petit garçon était en train de jouer avec le sable ou je ne sais pas quoi. Et puis le chat, à un moment, est sorti à toute vitesse, passé une voiture, et il a été pris sur le coup. Et elle me dit, mon gamin a vu, il a retourné la tête, il a continué à jouer. Et la maman me dit, ouf, ça s'est bien passé. Je lui ai dit non, pas du tout. L'enfant a instinctivement, il savait qu'il n'était pas capable, instinctivement, c'est pas raisonné ça, de gérer cette souffrance. Et il fait une espèce de arrêt sur image. Ça sera pour plus tard. Et je lui dis, préparez-vous, gardez le corps du chat, mettez-le dans une boîte, mettez-le quelque part, parce qu'à un moment ou un autre, il va vous poser des questions, et vous aurez besoin après de faire l'enterrement du chat. Et effectivement, une semaine après, le gosse est revenu et il a demandé « Où est mon chat ?» Je dis « Alors vous lui direz la vérité doucement. Qu'est-ce que tu te rappelles ?» Vous utiliserez la technique de la question. « Qu'est-ce que tu as vu ?» Et donc à ce moment-là, petit à petit, l'enfant a accepté, l'enfant a compris et ils ont fait un rituel. Parce que les enfants sont ritualistes, comme nous. Je vous parlais du corps au début de notre conversation. Nous avons besoin de ce corps, nous avons besoin d'une cérémonie, qu'elle soit religieuse, laïque, qu'elle soit comme vous voulez. Nous avons besoin, c'est un accompagnement, c'est ce qui nous permet de comprendre et d'accepter qu'il n'est plus là. Et le deuil animal, il est extrêmement important. Et souvent parce qu'en plus, il est banalisé par les autres. Bon, c'est qu'un chien ou un chat, vous en prendrez un autre. Non, ce n'est pas un autre, c'est un membre de la famille. Aujourd'hui, nos animaux à l'intérieur de cette relation, ils sont membres de la famille. Donc, bien sûr, et pensez aussi aux personnes âgées qui vivent seules avec leur chien ou avec leur chat. Et ce chien et le chat ne les jugent pas. Que vous ayez des rides, les cheveux blancs, que vous soyez beau, gros, maigre, etc., ils vous aiment. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu la quantité de, je ne sais pas s'ils sont pour les définir, des SDF avec les chiens. Et j'ai observé un petit peu ces... Mais les chiens, vous voyez, ils étaient en adoration devant ces hommes et ces femmes qui étaient là. Et on voyait qu'ils étaient bien traités. Et on voyait, j'ai observé le rapport qu'ils avaient. Et ce n'était pas je te donne un coup et puis le chien terrorisé, pas du tout. Donc, le rapport, il est indépendant si vous êtes riche, pauvre, etc. C'est un besoin d'affection, c'est un besoin de relation. C'est un besoin d'être compris, c'est un besoin d'être... Voilà, enfin, c'est un besoin. Parlant de ces animaux et de ce besoin d'affection, il y a une exposition qui est, je ne sais pas, de ce côté-ci ou de ce côté-ci, je ne me suis pas encore repéré, qui n'est pas sur ce thème et où en même temps, ceci est lisible à travers les photos. Je vous invite à la regarder. Elle vient d'ailleurs, mais néanmoins, elle fait un propos direct avec ce que Amanda vient dire. Alors, moi, j'ai une question qui est à la jonction de ce que tu as dit en parlant des enfants et qui peuvent vivre ces disparitions de façon très difficile à décoder derrière, parce que voilà l'exemple. Dans le livre que tu as écrit, Calmer sa peine, c'est assez tourné vers ce qui en pratique peut aider à dépasser, ce qui peut aider à passer par-dessus. C'est un livre pratique écrit avec beaucoup d'années d'expérience. Est-ce qu'il y a dedans un lien avec... Pour ce qui est des enfants, lorsque les enfants sont confrontés à une disparition et qu'ils se trouvent en deuil, il y aurait des
particularités ou des savoir-faire ou des approches qui marchent mieux avec les enfants. Je dis ça puisqu'au fond, pour nous, à Jeanne-Malve, il y a tout un chacun, mais on a aussi une partie de notre activité qui est vraiment tournée vers les enfants qui sont confrontés à un deuil, à une disparition. Donc, est-ce qu'il y a des trucs, des choses qui permettent de mieux répondre aux besoins de calmer une peine d'enfant ou de lui permettre de continuer à bien vivre? Je pense que ce fameux respect qu'il faut pour l'autre et cette capacité d'écoute, il la faut avant toute chose, bien sûr, avec l'enfant, puisque c'est comme ça qu'on le met en confiance, c'est comme ça qu'on lui permet d'exprimer sa peine. Avant d'écrire ce livre, j'en ai écrit un autre qui s'appelle Paddy et l'aventure de la vie, qui est un livre qu'on mettra d'ailleurs demain sur la table de Jeanne-Malve, qui est un livre illustré et qui existe en français, en italien et en anglais. Et qui est illustré avec un peu la même approche, c'est-à-dire avec des exercices, avec des questions. Pourquoi ? Parce que très souvent, à l'enfant, on lui dit ce qu'il faut penser et ce qu'il ne faut pas penser, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est mal. Or, moi, ce que je voulais, c'est donner la parole à l'enfant. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu penses ? Quelle est ton opinion ? C'est une question qu'on ne pose jamais à un enfant. Un enfant, on lui dit c'est comme ci, c'est comme ça. Mais on ne lui demande pas ce qu'il ressent. Si, on peut lui demander ce qu'il ressent, s'il est content, s'il est triste. Mais son opinion, qu'est-ce que tu aurais fait à la place d'eux ? Donc ça, c'est tout ce qui est dans cet autre livre pour les enfants, spécifiquement pour les enfants. Mais à l'intérieur de ce livre, et d'ailleurs, si vous voulez la différence, quand j'ai écrit ce livre, ça fait des années que je travaille et que j'ai écrit beaucoup de choses sur ces sujets-là. Je ne voulais pas écrire l'énième livre sur la mort et sur le deuil, parce qu'il y en a d'excellents, et ce n'était pas nécessaire. Je voulais créer un instrument, un outil pratique. Quelqu'un qui est en deuil, qui prend ce livre et qui peut lire. Il y a des protocoles, donc des exercices, on peut les appeler simplement un exercice, qui sont très progressifs et qui permettent petit à petit de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau du physique, au niveau des émotions, au niveau de comment on se sent, parce qu'on n'a pas faim, parce qu'on a du mal à dormir, parce qu'on n'a pas envie de voir des gens, parce que tout nous ennuie, parce que les autres nous ennuient, parce que personne ne nous comprend, parce qu'on est en colère contre le monde, parce que allez vous faire voir, parce que pourquoi vous voulez chanter, je ne supporte pas la musique. Et tout ça, c'est très difficile, parce que très souvent, justement, on ne trouve pas les mots, ou on dit des mots qui ne sont pas appropriés. Parfois, on vous dit, mais il faut sortir, il faut voir du monde, il ne faut pas rester isolé, comme ça tu te fais du mal. Et quand quelqu'un me dit ça, je dis plutôt que de dire, vous êtes un menteur en train de dire cette phrase. Il ne faudrait pas dire à la personne, parce que comme ça, tu te fais du mal, mais comme ça, tu me fais du mal. Parce que tu me renvoies à mon impuissance. Tu me renvoies à mon incapacité de te sortir de cette souffrance. Donc, c'est là la difficulté. C'est que, quand je vous disais tout à l'heure, en fin de compte, et nous le savons tous, quand on a fait du bénévolat, on donne beaucoup, mais on reçoit bien plus. On apprend énormément dans la relation à l'autre. On apprend dans cette relation d'aide. On apprend de la souffrance de l'autre, beaucoup plus que l'on ne donne. Mais il faut revenir à cette fameuse humilité. Donc, essayer de comprendre qu'il y a des moments où, oui, on a besoin aussi d'être seul avec ses souvenirs. On a besoin d'être seul avec sa propre souffrance. On a besoin d'être seul pour exprimer sa colère. On a besoin d'être seul pour pouvoir exprimer sa tristesse. Vous savez, c'est la Kubler-Ross disait, Elisabeth Kubler-Ross disait, les fameuses 5 phases qui après ont été reprises par beaucoup de chercheurs ensuite, disait la première réaction, c'est le déni. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et puis ensuite, c'est bien sûr la colère, parce que c'est pas juste, parce que c'est inacceptable. Et puis après, c'est la tristesse et c'est la dépression. Et puis après, ensuite, eh bien, c'est peut-être la négociation. Et puis après, c'est peut-être, si on a bien fait un travail, c'est arriver à l'acceptation. Mais tout ça, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça prend du temps. Ce n'est pas non plus une ligne comme ça qui doit aller l'une après l'autre. Parfois, on passe d'un côté, puis après, on revient en arrière. Parfois, on saute une étape, puis on poursuit. Et encore une fois, il faut approcher ça avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité.
Mais c'est vrai que c'est inacceptable, parce qu'on le sait. Même quand vous accompagnez quelqu'un qui est très âgé en EHPAD ou à la maison, vous savez qu'il a 95 ans et que quand même le sablier commence, c'est logique. Et pourtant, on dit, mais enfin hier il était bien. C'est pas possible, comment ça se fait? Parce qu'on est toujours dans cet refus, dans cette non-acceptation. Alors encore plus, bien sûr, si c'est quelqu'un de jeune, vous savez, on sait que malheureusement, les policiers ne reçoivent pas une formation psychologique très poussée. Alors ils vous téléphonent, allô, est-ce que votre fils s'appelle bien Jules et il a une petite mobilette jaune? Oui. Eh bien, vous devriez venir parce qu'il est à l'hôpital. Il est mort. Parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de diplomatie dans la communication. Et la première réaction, c'est non, c'est pas possible. Mon fils est à l'étage au-dessus avec son copain en train d'étudier mathématiques. Donc la première réaction, c'est non, parce que c'est une nouvelle qui n'est pas acceptable. Après, c'est la colère, bien sûr, quand vous prenez conscience que oui, c'est vrai. Et la culpabilité, c'est de ma faute, j'aurais pas dû le laisser sortir, ou c'est de la faute de mon mari qui n'aurait pas dû lui prêter la voiture, etc., etc. Et puis après, et donc tout ça, c'est ce qui peut se passer au niveau de la communication, par exemple, d'un diagnostic qui porte à un diagnostic grave, d'une maladie grave. Mais c'est aussi ce que l'on va vivre de la même façon avec le processus du deuil. Donc il faut s'adapter à chaque étape, essayer de la comprendre, essayer de la coucouner, voilà. Comme quand on fait traverser une rue à quelqu'un qui est non-voyant, on va à son pas, on ne va pas au nôtre. Donc je pense que, voilà, on est toujours, que ce soit pour l'adulte. Alors un autre, par exemple, j'ai vu cette magnifique exposition qu'il y a dans le couloir avec les personnes âgées. Une exposition de photographie qui est sublime. Et où on voit aussi bien la dame avec des beaux ongles rouges, magnifiques, longs, qui me font rêver, parce que moi j'ai des mains horribles. Mais et vous voyez cette dame qui était toute fière de montrant ses ongles magnifiques, et puis l'autre qui était en train de lui faire un brushing, et souriante, heureuse. Et après, il y avait avec des animaux, il y a avec des petits-enfants, il y a de la joie, il y a de l'amour entre deux personnes âgées. Et ça, c'est vie. Parce que justement, jusqu'à la mort accompagner la vie. Et alors, j'ai beaucoup travaillé aussi en gériatrie, je faisais la formation du personnel soignant. Et ce qui m'avait aussi beaucoup choquée, c'est que, par exemple, on n'acceptait pas qu'il puisse y avoir des love stories entre personnes âgées. Des love stories de personnes qui étaient veufs ou veuves, et puis tout d'un coup, il y avait une sympathie qui se créait, et je voyais le personnel soignant qui... ça les dérangeait. Ça les dérangeait. Et dans l'appellation qui était, dans le vocabulaire qui était utilisé, c'était comme si ce n'était pas permis. Moi, j'ai fait une recherche sur les besoins de la personne âgée en Italie, dans la montagne, donc dans des vallées un peu plus isolées, et où les adultes jeunes, disons, pensaient que les besoins de ces personnes, c'était jouer aux cartes, c'était peut-être aller danser, peut-être qu'on les porte à la mer. En fin de compte, ce qu'ils avaient besoin, c'était de relations, de rencontrer des gens avec qui parler, avec qui se raconter. Et les gens qui étaient autour d'eux ne savaient rien de leur vie. Je me rappelle un jour être allée dans cette maison de repos où je travaillais avec le personnel soignant, mais je voyais bien sûr les personnes qui étaient là. Et un jour, je me dis, mais je voyais un monsieur âgé, je vais parler avec ce monsieur âgé, et je lui demande sa vie, etc. Et il me dit qu'il était professeur de piano. Mais je dis, mais il y a un piano là, pourquoi est-ce que vous ne jouez jamais? Oh non. Et je demande donc au personnel soignant, mais vous savez que ce monsieur jouait du piano, professeur de piano? Mais non. Personne ne le savait. Alors j'ai invité le monsieur à aller s'asseoir au piano. Il a commencé à jouer. Et tout le monde était stupéfait. Il venait de découvrir chez ce monsieur qui était là, peut-être depuis 10 ans, quelque chose qu'il ne savait pas. Donc le travail, encore une fois, qui est l'autre? Comment est-ce que je peux aider quelqu'un si je ne sais pas qui est l'autre? Pas seulement son nom et sa date de naissance, mais qui il est, ses goûts. Une fois, je vous rends compte, il y avait une vieille dame qui était donc très âgée, et cette vieille dame, le personnel l'appelait grand-mère,
gentiment. Mais je lui dis, pourquoi vous l'appelez grand-mère? Et pourquoi vous la tutoyez? Elle vous a donné le permission de la tutoyer? Ben non, mais c'est une grand-mère, elle est gentille. Et alors, on a commencé à parler avec cette dame. Et alors, elle commence à raconter, elle dit, mais j'ai été au Cap Nord. Alors, les employés qui étaient là, oh, les grand-mères, arrêtent de raconter des salades. Cette dame avait été effectivement en bicyclette au Cap Nord. Mais tout le monde ridiculisait parce qu'elle avait, je ne sais pas quel âge, 90 ans. Et elle était en plus la première diplômée en pharmacie d'Italie. Et personne ne le savait. Donc, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un si on ne le connaît pas? Si on ne s'intéresse pas de sa vie, de son histoire? Quelle a été son histoire? Qu'est-ce qu'il a écrit dans sa vie? Ses victoires et ses erreurs, etc. Voilà ce que peut être un véritable accompagnement. Et pourquoi il vaut mieux poser une question à un enfant sur quelle est son opinion plutôt que de lui dire ce qu'il devrait penser, ce qui est bien sûr bien plus économique. Alors, on peut venir aussi, parce que le temps avance, à un moment où on élargit cet échange avec Amanda à toute la salle. Je vous propose, parce que voilà, ça vous permettra, vous écouter ça, peut-être ça rappelle un écho pour vous, ça rappelle une expérience qui vous interroge, ou ça vous fait venir une question à la tête, et peut-être que Amanda, si on lui pose la question, aura la réponse ou un éclairage. On va voir, c'est pas sûr. Ou éventuellement Jeanne-Yvonne ou moi-même. Alors, je vous propose cet exercice difficile parce que la salle, vue d'ici, vous n'imaginez pas de combien elle est profonde. Donc, de voir si éventuellement vous voudriez, en prenant la parole, en vous levant peut-être parce qu'on saura où vous êtes, si vous vouliez élargir cet échange que nous avons à une préoccupation qui est la vôtre. Et voilà, peut-être ça se fait, je ne vois pas du tout. Et s'il y a un micro qui peut vous être passé pour ça? Sinon, il faudrait que vous veniez jusqu'ici pour pouvoir le dire. Monsieur, il y a 2 micros, un qui va être en bas de salle et un pour vous. D'accord, très bien. Et j'ai cru voir des mains se lever. Il y en a déjà, je crois. Allez-y, je crois, madame, vous avez... Voilà, c'est assez difficile de... Merci à ceux qui portent les micros de nous aider à identifier ceux qui l'ont et prenez la parole. À vous. Bonsoir. Donc, je souhaitais intervenir sur 2 idées, mais que je souhaitais exposer différemment. Donc, la première, c'est que pour moi et pour beaucoup de personnes, la mort, ça fait partie de la vie. Et comme on a essayé de gérer sa vie de façon intéressante, on aspire aussi de plus en plus à gérer sa mort au crépuscule, donc de ne pas se laisser aller, de ne pas subir une déchéance malheureusement qu'on constate souvent dans des EHPAD. Alors bien sûr, il y a la loi Leonetti sur les soins palliatifs, mais il y a très peu d'organismes qui sont habilités actuellement à prodiguer ces soins palliatifs, beaucoup trop peu. Voilà, donc je voulais savoir comment on peut évoluer dans ce sens-là, peut-être rattraper le retard que la France a par rapport à la Belgique, la Suisse, etc., qui ne sont pas des pays des droits de l'homme spécialement, mais nous, on a quand même cette réputation à défendre. Et je crois qu'avec la Convention citoyenne, on a peut-être à aller vers une loi modernisée pour la fin de vie. Alors, merci beaucoup pour votre intervention que d'une certaine façon, je sens sur une véritable préoccupation et particulièrement vrai aujourd'hui dans la période actuelle en France et en même temps pas directement centrée quelque part sur notre sujet qui est assez lié au deuil et on va dire au deuil et comment continuer à vivre néanmoins. Alors, je ne sais pas si je tente une réponse pour dire que c'est ce à quoi la France travaille et c'est sûrement un véritable travail comme il n'y en a pas eu, je pense, depuis jamais sur cette question, sur les différentes dimensions individuelles, collectives de la question que vous posez, monsieur. Ayant dit ça, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter un mot, parce que c'est vrai que c'est à soi tout seul une soirée entière qu'il faudrait qu'on consacre à ça, ensemble, et en mettant les chaises en rond pour pouvoir mettre toutes nos opinions ensemble. Je ne sais pas si ici quelqu'un est expert de ce qui va se passer, mais en tout cas, je crois que vous posez là la question sur laquelle la France travaille beaucoup plus activement qu'elle ne l'a jamais fait. Et il y a vraiment de très bonnes choses à en attendre. Après, le détail, je ne suis pas grand clair.
Et du coup, je vous propose de prendre une autre intervention qui sera peut-être plus liée à notre sujet du deuil et le sujet sur lequel Amanda Castello est particulièrement, on va dire, prête à intervenir. Mais néanmoins, je vous remercie beaucoup de votre question, même si je ne lui ai pas apporté beaucoup de réponses. Si le micro peut aller à d'autres personnes, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Je ne sais pas à quelle vitesse quelqu'un d'autre aurait déjà un micro. Vous, madame, oui. Bonsoir. Merci. C'est au milieu de l'amphithéâtre avec un chandail blanc. Merci. Oui, vous avez évoqué, Amanda, la résolution finale du deuil. Donc ça m'interpellait parce que je me demande s'il y a vraiment une résolution finale ou si c'est simplement un apaisement, acceptation. Et puis la question qui vient d'être posée m'impose un rebondissement. Et sur quand ce n'est pas la mort naturelle qui survient, et bon, dans des perspectives de aide dite médicale à mourir, il me semble que le deuil est encore plus difficile. Voilà une opinion, une expression. Est-ce que, Amanda, tu as envie de porter un commentaire? Je ne veux pas rentrer, si vous voulez, sur le débat, comme disait Olivier maintenant, sur la question de l'aide à mourir. Je pense que, comme disait le monsieur tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est développer les soins palliatifs partout, comme je l'ai dit au début de cette intervention, c'est-à-dire depuis dans les coins les plus reculés, c'est là-dessus qu'il faut investir. Il faut investir dans la formation du personnel soignant, du personnel d'accompagnement, aussi bien dans les structures, aussi bien en hôpital, aussi bien à domicile, aussi bien sur les soins palliatifs domiciliaires. C'est ça qui est fondamental. Mais ça, c'est un gros travail que la France doit faire. Et pour la France, pourrait devenir un exemple dans ce domaine. On a quand même été les premiers à avoir les premières équipes de soins palliatifs, comment on appelait ça, qui se déplaçaient dans les hôpitaux où il y avait les équipes mobiles. Voilà, merci. Les équipes mobiles de soins palliatifs, il n'y en avait pas ailleurs. Il n'y en avait pas en Suisse, en Belgique, ni en Italie. Il y avait des équipes fixes, mais il n'y avait pas d'équipe mobile. Or, on manquait de personnel. Les équipes mobiles de soins palliatifs réussissaient à faire comme des jollies qui se déplaçaient dans les différents départements. C'est-à-dire, ils allaient en oncologie, ils allaient en gériatrie, ils allaient, etc. Et ils apportaient leur savoir dans le domaine des soins palliatifs. Mais on manque d'une politique vraie de développement des soins palliatifs. Et ça, c'est quelque chose que la population devrait demander, devrait exiger. Parce que le développement des soins palliatifs, c'est ce qui vous donne un confort. On a donné les exemples tout à l'heure où je vous disais qu'il y avait des gens qui étaient en profonde dépression, même dans les EHPAD, parce qu'ils sentaient que leur vie pour eux ou pour elles n'avait à ce moment-là plus aucun sens et aucune valeur. Et on arrivait à redonner de la valeur, d'une part, en soignant bien sûr le problème des douleurs, donc de la douleur physique, en redonnant une dignité à la personne et qui lui permettait donc de redonner un sens, parce qu'aucun de nous ne peut vivre sans donner un sens à sa vie. Et je crois qu'il faut faire aussi très attention. Moi, c'est vrai que je ne suis pas, je le dis parce que je l'affirme, c'est mon opinion, donc c'est qu'une opinion. Une loi, comme on a fait dans certains pays, elle est terriblement dangereuse parce qu'elle veut généraliser pour tout le monde un même statut. Or, chaque cas est individuel. Je ne sais pas, moi, quand j'aurai 95 ans et dans quel état je serai, si je peux, à ce moment-là, peut-être demander à ce que l'on m'aide, parce que j'en ai assez ras-le-bol. Pour ça, il faut voir qu'il y a une évolution dans la pensée, une évolution. Mais je pense que si on me donne la possibilité de soigner aussi bien mes douleurs, mon physique, mon moral, et qu'on me maintient dans ma dignité de personne, et que je peux continuer à écrire un morceau de ma vie, moi, personnellement, je veux continuer à écrire un morceau de ma vie. Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aider les autres à faire la même chose. Et pour ça, il faut développer les soins palliatifs. Il faut absolument développer l'accompagnement, l'aide à domicile, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Je vous donne un exemple. Dans les EHPAD, je ne dis pas partout, mais dans certaines EHPAD, vous avez des gens qui ont la même génération, qui ont donc les mêmes souvenirs, beaucoup des mêmes histoires, qui se retrouvent ensemble à vivre ensemble là, parce qu'ils ne peuvent plus vivre à domicile, parce qu'ils n'ont plus de famille ou parce que personne ne peut s'occuper d'eux. Donc, ce sont des gens qui peut-être se retrouvent à jouer au bridge ou à je ne sais quoi, à la belote. Et puis un jour, tout d'un coup, on dit, tiens, mais monsieur X, où est monsieur X? Et là, vous voyez le personnel qui tout d'un coup devient un petit peu dérangé et qui font chut, comme si on ne devait pas parler. Monsieur. Alors quelqu'un dit, ah, monsieur X est allé chez sa fille, ou monsieur X est à l'hôpital, et monsieur X ne revient jamais.
Donc à un moment, tout le monde comprend que Monsieur X est décédé. Mais comment est-ce que les personnes qui jouaient à la belote ou je ne sais pas quoi avec Monsieur X, comment vont-ils gérer leur deuil? Parce que les personnes qui sont dans les EHPAD doivent aussi pouvoir gérer leur deuil. Or, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de formation. On parlait de soins palliatifs, mais commençons par la base. Redonnons la dignité. Allez voir cette exposition qui redonne une image de la dignité que l'on doit donner aux personnes c'est même pas 3e, 4e âge, mais qui se trouvent donc obligées de vivre, aidées par d'autres, soutenues par d'autres, mais dans la dignité. C'est pas seulement de savoir est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il a fait pipi, est-ce qu'il a fait caca. C'est pas ça la vie. Ça fait partie de la vie. Mais il y a autre chose. Et je pense que c'est ça, il faut redonner une dignité à tous, aussi bien aux enfants qu'aux personnes âgées. J'ajouterai un petit commentaire qui tente de revenir sur votre question, madame, en soulignant une chose qui est, c'est difficile de répondre à la question de comment est-ce que les choses pourraient se passer avec une aide active à mourir en France qui n'existe pas aujourd'hui et existera peut-être demain. Si je prends l'hypothèse d'une dépénalisation de l'assistance au suicide, on peut imaginer des situations dans lesquelles effectivement des personnes ont pu se suicider dans des conditions qui sont, on va dire, aussi tranquilles que la chose puisse être. Ça peut poser la question de dire, et pour ceux qui restent, qu'est-ce qui se passe? Et c'est trop tôt pour le dire, nous ne savons pas. En revanche, ce que l'on peut savoir, et ça parce que c'est déjà vécu dans beaucoup de circonstances, c'est que lorsqu'il y a une mort par suicide, c'est pour ceux qui restent, la famille, le proche, etc., ça peut enclencher des processus de deuil particulièrement difficiles parce qu'il se joue la question de la culpabilité, parce qu'il se joue différentes choses, que c'est pas avouable, parce qu'au fond, on n'a pas envie de dire que celui qui est plus là, il s'est suicidé, etc. Et donc de dire que cette fin de vie si particulière, elle peut générer effectivement des choses qui sont particulièrement difficiles au niveau du deuil, mais pas non plus à coup sûr. Voilà. Ça ne répond peut-être pas complètement à votre question, je sais pas. Ce ne sont pas faciles ces questions qui sont à mi-chemin entre le deuil et quelque part une évolution de notre législation française dans un sens qui n'est en l'occurrence pas tout à fait déterminé. Néanmoins, s'il y a une autre personne qui voudrait encore aborder la chose, peut-être, voilà, je ne sais plus toutes les mains qui s'étaient déjà levées. S'il y a un micro en main. Oui, merci beaucoup, monsieur, de vous être levé. Et puis, il y a une autre personne tout au fond. À vous. Alors, moi, ma question, elle est une demande de conseil. J'essaye d'accompagner quelqu'un endeuillé et qui a subi un arrêt sur image. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que sa vie ne tourne qu'à l'idée de cette perte, de cette séparation, de ce chagrin, et que cette personne, j'ai l'impression qu'elle se... Enfin, ce n'est pas un jugement, mais sa vie n'existe plus, il n'y a plus d'élan, elle n'est que dans le fait d'avoir subi cette perte. Moi, je ne sais pas quoi faire. Voilà, je demande un conseil. J'écoute, mais on patine. Alors, disons que, vous savez, je pense toujours qu'il faut, si ça fait 5 ans, il faut chercher de l'aide. Il faudrait que cette personne puisse avoir quand même une relation avec un professionnel du deuil. C'est-à-dire, ou quelqu'un de très bien formé à l'intérieur d'une association comme Jalmal, ou bien un psychologue du deuil, comme je pense au docteur Christophe Forêt, par exemple, parce que là, il faut essayer de faire sortir ce que cette personne encore retient à l'intérieur d'elle-même. Parce que là, on rentre dans un deuil qui, effectivement, devient chronique. Et là, il y a du danger aussi pour la propre personne. C'est-à-dire, il y a le risque de somatiser, par exemple, avec le même type de maladie qu'avait la personne auparavant. Donc, à l'intérieur de ce livre, vous verrez, il y a une définition. Le deuil est un processus normal que nous traversons tous. Mais quand, bien sûr, il s'installe, c'est là où il faut être très attentif, où il faut faire très, très attention et observer les comportements. Et puis là, il faut pouvoir demander de l'aide, et demander de l'aide de professionnels. Parce que des miracles, il n'y en a pas. J'aurais beaucoup de mal à vous donner une suggestion, quelle qu'elle soit. Il faudrait que je puisse parler avec vous en privé et puis que vous m'expliquiez davantage le contexte, l'âge, etc., et les conditions. Parce qu'il y a tellement de situations qui sont différentes et aucun deuil n'est semblable à l'autre. Alors là-dessus, et ce n'est pas un clin d'œil, Amanda Castello est là aussi avec nous demain. Vous trouverez peut-être demain un meilleur moment
pour voilà, faire un petit aparté pour essayer de creuser cette demande qui est extrêmement simple. Merci beaucoup de l'avoir exprimée. On se met à votre place et on se dit, je ne sais pas ce que je ferai. Merci beaucoup de cette proposition de réponse. Ce que je veux dire là par là, c'est que ce n'est pas ce soir que vous allez pouvoir le faire à la sortie, parce que c'est peut-être un moment où Amanda va être prise pour signer son livre à une ou deux personnes et elle n'aura pas la disponibilité de vous écouter à fond sur qu'est-ce qui fait que cette personne est aussi bloquée et vous ainsi aussi interpellé sur qu'est-ce que je peux faire. En tout cas, merci beaucoup de la question qui est En troisième plage, là. avec tant de simplicité pour dire que vous êtes démunis devant ces 5 ans de blocage de la personne bloquée. Merci, c'est vous qui voyez où est le micro. Alors c'est carrément à 50 mètres dans l'avant-dernier rang. À vous, monsieur. Oui, merci. Vous avez, au début de votre intervention, insisté sur l'importance du corps, de voir, de toucher éventuellement le corps. Quelle est l'incidence sur le deuil du deuil fait face aux personnes de votre famille qui ont fait don de leur corps à la science, le corps étant, si mes renseignements sont exacts, immédiatement enlevé à la vue de la famille et des proches? Quelle est l'incidence sur le deuil? Bien, écoutez, si l'accord a été pris entre la personne et sa famille, c'est-à-dire que si la personne qui savait qu'elle allait mourir a décidé qu'elle voulait donner son corps à la science pour ces raisons qu'elle avait, et que ça a été un avis qui a été partagé avec les autres membres de la famille, c'est quelque chose qui ne devrait pas créer un obstacle en plus de ceux qui existent déjà en tant qu'un deuil, disons, normal sur la base d'un corps que l'on doit porter ou à faire un processus de crémation ou bien un processus d'enterrement traditionnel. Rappelez-vous, par exemple, votre question, monsieur, me permet de rebondir sur ce qui s'est passé durant le Covid, où là, il y a eu des deuils qui sont encore aujourd'hui bloqués parce que la personne a été emmenée alors qu'elle était encore vivante, bien sûr, et donc soi-disant malade, affectée par le virus, et que l'on n'a plus jamais revue. Donc on n'a plus jamais pu toucher cette personne, on n'a pas pu même lui laisser un message, on n'a pas pu lui laisser une photo, on n'a pas pu lui laisser je ne sais pas quoi moi, un petit mot doux à lui mettre dans son sac, puisqu'il n'y avait même pas à ce moment-là de cercueil. Et donc ce sont des deuils qui encore aujourd'hui sont pour beaucoup de personnes bloqués. Même si après ils ont fait une cérémonie religieuse, laïque ou autre, plus tard, différée. Mais cela a créé des problèmes très graves, parce que justement, il n'y a pas eu la possibilité d'un accompagnement de la personne, avant toute chose, et après des soins à donner au corps. Dans toutes les cultures, les soins à donner au corps sont importants. Rappelez-vous les Égyptiens, rappelez-vous les différentes formes de culture qui sont différentes les unes des autres. Il faut apprendre, d'ailleurs, en général, le personnel soignant ou les pompes funèbres apprennent la différence, comment est-ce qu'on traite le corps d'une personne qui est de religion islamique plutôt que bouddhiste, plutôt qu'autre chose. Donc, si c'est une femme ou si c'est un homme, ça change aussi. Donc, le rapport au corps est fondamental. Alors, pour votre question très spécifique, la seule réponse que je peux vous donner, c'est que l'important dans un cas comme ça, si c'était un cas à venir pour le futur, ça serait que cette choix, cette décision soit partagée avec les membres plus intimes de la famille. Il y avait ce monsieur qui était là. Ah non? Ah bon, ok. Oh. Et merci, parce que vos questions sont toutes très personnelles, spécifiques, assez intimes, mais il en va, c'est ainsi sur notre sujet. Voilà, s'il y a dans les premiers rangs, merci beaucoup de circuler rapidement comme ça et de servir tout le monde, près ou loin. À vous, oui. Oui, merci. 2 petits-enfants de 6 et 7 ans. En se levant peut-être, Oui, parce que pardon. c'est comme ça on sait qui parle. Oui, je pose la question sur 2 petits-enfants qui ont perdu leur grand-mère par suicide. À 6 et 7 ans, ils commencent à parler, à demander à leurs parents, ils parlent de la mort. Et on se dit, est-ce que
voilà, les parents, alors l'un a répondu, l'autre a botté en touche. Mais quand parler du suicide de cette personne, je veux dire, on leur a parlé de la mort, mais quand faut-il en parler? À quel âge? Enfin, comment? Je crois que merci, c'est une question. C'est encore une fois, c'est une question, vous voyez, qui est très personnelle, auquel il faudrait qu'après je puisse parler avec vous un petit peu. D'autant plus, je crois qu'il y a un groupe qui va travailler sur la question du suicide demain. Tout à fait. Et donc, ça serait peut-être l'occasion aussi d'affronter cette question. Je crois qu'il faut suivre la demande de l'enfant. C'est en fonction de ce que demande l'enfant et de ce qu'il veut savoir, et lui répondre toujours par une autre question. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que toi, tu as vu? Quelle est ton opinion de ce qu'il sait déjà également? Parce que c'est pas la même. Il y avait 2 enfants, donc de 2 ans de différence, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut voir avec eux, il faut les laisser parler. Moi, j'ai travaillé dans des groupes de deuil pour enfants, qui étaient sur le modèle du docteur Michel Lanu, qui était membre de la Fondation Vivre son deuil. Et donc, c'était justement le travail en utilisant aussi tout ce qui est graphique, par exemple. Avec les enfants, c'est beaucoup plus facile de travailler avec le dessin, avec la pâte à modeler, avec des masques. Le docteur Michel Lanu travaillait beaucoup avec des masques qui après étaient dessinés par les enfants, parce que l'enfant a ou bien des mandalas. Parce que pendant que l'on fait ce travail, comme je vous disais, comment je taille mon crayon, je pense, je réfléchis, ou j'élabore des émotions qui viennent. Eh bien, quand on fait un mandala, par exemple, avec des enfants, ou qu'on fait donc certaines de ces approches, ça permet à l'enfant, après, qu'il commence à émettre une opinion ou émettre une idée ou une question. Et il faut accompagner le processus mental et émotionnel de l'enfant. Il n'y a pas de lignes qui sont... Il n'y a pas un âge particulier. C'est en fonction de ce que veut savoir l'enfant. Parce que l'enfant va poser des questions. S'il se rend compte que vous allez lui répondre de façon confiante la vérité, pas la vérité totale et absolue, mais le dosage de vérité qu'il est capable d'intégrer. Donc, il pourra petit à petit aller un petit peu plus loin. Mais encore une fois, il faudrait qu'on en parle après ensemble. Merci. Non, je voulais rajouter... Ah voilà, monsieur qui voulait déjà poser la question tout à l'heure, cette fois-ci. Je crois qu'Amanda a bien répondu à la question, en fait. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est vraiment suivant suivant les questions que pose l'enfant. Déjà, il sait quelque chose et de pouvoir, à ce moment-là, lui demander ce qu'il sait pour pouvoir après lui répondre. Parce que ce n'est pas la peine non plus d'aller lui en dire de trop, parce qu'il n'a pas besoin de savoir le trop. C'est juste, il a juste besoin de savoir la vérité, mais sa vérité. Oui, ça fonctionne, oui. Alors tout d'abord, bravo pour ce que vous faites. Et c'est pas vraiment une question, c'est plus un constat, questionnement. C'est en fait, tout à l'heure, vous disiez dans notre société, comment prendre le temps d'écouter. Et je rajouterais, sans faire l'hypocrite, maintenant on prend plus le temps avec les gens et maintenant on sait qu'il y a plus de crémation que d'inhumation parce que les gens ils prennent pas le temps après d'aller, tout à l'heure vous parliez de la Toussaint, les gens vont plus à la Toussaint, enfin ça s'oublie un peu dans la famille, donc c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on fait par rapport aux gens qu'on peut justement croiser dans la rue ou des petits cousins, des gens qu'on a connus mais qu'on a un peu oubliés. Je veux pas faire, enfin, je me pose la question, mais on peut tous se poser la question sans vouloir être hypocrite, en fait. Donc, c'est plus un constat, questionnement, mais personnel, mais est-ce que vous pouvez aider dans la société par le biais de ce que vous faites? C'est continuer, faites-vous aider des médias la société s'est perdue, en fait. Alors, c'est perdu parmi les vivants, alors par rapport aux morts, voilà, paix à leur âme, hein. En vous écoutant, ça me fait insister sur ce qui a été dit à travers le témoignage d'Amanda, qui est à propos de cet enfant, plutôt peut-être que de répondre à l'enfant qui a une certaine question, si on passe par le détour de faire dessiner cet enfant sur quelque chose, sur le sujet qui le préoccupe, peut-être là, le grand-parent qui s'est suicidé,
on va prendre plus de temps avec lui et on va lui donner du temps sur ce qu'il a. Alors c'est un exemple complètement microbique, mais en écoutant ça, je me disais, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. On a plutôt l'habitude de répondre en essayant de répondre bien et pas trop longtemps. Rester avec un enfant, le temps qu'il dessine la question qui est son grand-parent suicidé, ça va être beaucoup plus long, mais c'est peut-être infiniment plus riche pour l'enfant. Mais l'exemple est microbique, mais c'est le lien entre ce que vous évoquez et notre société ne prend pas ce temps, ni collectivement, ni nous individuellement, tellement. Il y a peut-être d'autres commentaires à faire. Mais sur... vous avez tout à fait raison, vous parliez d'hypocrisie. Je ne sais pas tellement si c'est hypocrisie, parce qu'hypocrisie, ça sous-entend une intention, non ? Or, je crois que c'est pas je crois qu'il n'y a pas une intention dans cette société. Vous avez raison, cette société malade qui a plus le temps, qui prend pas le temps d'écouter les autres ou de s'intéresser des autres. Je crois qu'il faut reconstruire, disons, une humanité différente. En fin de compte, il faut y croire d'abord, non ? Si on est là, c'est parce qu'on y croit. Si vous faites les bénévoles, c'est parce que vous y croyez. Si moi j'écris ce livre, c'est parce que j'y crois. Parce que c'est des années de travail, c'est de recherche. J'ai dit que j'avais fait un instrument avec des outils, un outil pratique, mais il y a des quantités de notes pour ceux qui veulent approfondir. Je n'ai pas voulu rentrer pour que ce ne soit pas un livre qui soit trop complexe. C'est un livre qui peut être à la portée de tout le monde. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, pour repartir sur, par exemple, les enfants. Un jour, je reçois en patient une maman qui m'explique son mari venait de mourir. Okay ? Or, son mari, elle avait 2 enfants. Un petit garçon, une petite fille. La petite fille, 3 ans. Donc, elle n'était pas tout à fait dans ce qui est en train de se passer. Le petit garçon, lui, il avait 6 ans. Or, ce petit garçon avait subi des violences de la part de son père. Violences physiques, hein, pas de choses sexuelles, physiques. C'était un homme qui tapait sur son fils régulièrement. Du moment où le père meurt, le petit garçon ne verse pas une larme. Et la mère était préoccupée parce qu'elle me dit il n'y a plus aucune émotion. Et il commence à 6 ans à contrôler sa mère. Qui est-ce qui a téléphoné ? C'est quoi ? C'est la facture du téléphone qui est arrivée, la facture d'électricité. Et il me dit tu as 6 ans, c'est moi qui m'occupe de ça. Il avait donc fait une espèce de transfert sur le rôle du père. Et il ne pleurait jamais. Donc, sa mère m'a demandé si on pouvait l'aider. Et j'ai travaillé avec mes assistantes. On recevait l'enfant dans une grande salle avec de la moquette. On se mettait 4 pattes par terre, en jean. Et puis on travaillait avec des dessins, avec des mandalas. Moi, j'ai utilisé aussi des techniques des chamans d'Amérique du Pérou, où on allait chercher des coquillages ou des plantes, etc. Et on faisait des compositions. Et puis on a commencé, après un jour, à travailler avec ce qui pouvait être des choses qui étaient sales. Et puis un jour, mais ça a mis plus d'1 mois, le petit garçon, il venait. S'il ne voulait pas venir, il ne venait pas. Et il venait. Et puis un jour, il a eu une explosion de colère, mais qui nous a vraiment fait un peu peur. On l'a laissé faire. Et il a commencé à taper partout. Il tapait sur les portes, etc. Et il disait « Je le hais, je le hais, je le hais ». Et il s'est mis à pleurer, pleurer. Comme on dit, toutes les larmes de son corps qu'il n'avait pas pleuré pendant si longtemps. Et à partir de ce moment-là, il y a eu comme une espèce d'un abcès qui s'est crevé. Et l'enfant retrouvait son rôle de petit garçon. Il a laissé sa mère tranquille. Il a pu contrôler ses coups de téléphone. 1 mois, ça nous a pris 2 mois facilement, en le voyant 1 fois par semaine et en travaillant de cette façon. Donc, vous voyez, ce n'est pas des réponses, vous voyez, madame aussi, ce n'est pas des réponses spécifiques avec une technique spécifique, mais c'était permettre qu'à un moment ou à un autre, cet abcès crève, sans le provoquer, à la vitesse à la nécessité, aux besoins de l'enfant. Mais enfin, voilà. Donc, chaque cas est différent, chaque cas est unique. Il n'y a pas de réponse. Mais je crois qu'il faut, oui, créer une nouvelle humanité. Il faut, se battre pour les soins palliatifs. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai une dame que je n'ai jamais rencontrée, qui habite à Cannes, et qui m'a dit, j'ai acheté votre livre, et je l'ai d'abord utilisé pour moi, parce que j'ai perdu ma mère en EHPAD au moment du Covid. Et donc, bien sûr, je n'ai pas pu l'accompagner. Et ça, pour moi, ça a été terrible. Et encore aujourd'hui, je me sens coupable. Mais je dis, vous ne pouviez pas, de toute façon, c'était interdit.
Et alors, elle a décidé de retourner à l'EHPAD et elle a acheté un autre livre et elle l'a porté à la directrice de l'EHPAD. Et la directrice de l'EHPAD lui dit « Vous ne pouvez pas savoir comme vous faites du bien parce que je viens de perdre mes 2 parents. » Cette médecin, directrice de l'EHPAD, et elle était en deuil. Personne ne le savait. Et donc, elle a porté ce livre qu'elle a offert à la directrice de l'EHPAD au nom de sa mère, puisque sa mère était morte dans cette EHPAD. Et elle me dit, je n'étais jamais retournée dans cette EHPAD depuis. Et pour moi, c'était un blocage. Je ne pouvais pas y arriver. Et du jour où elle a porté le livre, là, et puis de là, elle a commencé à dire, mais... Et la directrice a dit, mais vous pourriez en parler avec la psychologue, parce que c'est pour être utile pour nos personnes qui sont chez nous. Donc, vous voyez, c'est là où on commence à créer cette humanité nouvelle, c'est-à-dire à se dire, bon, eh bien, voilà, peut-être que dans les EHPAD, on peut acheter ce bouquin et puis le donner à la psychologue ou à l'animatrice, et puis commencer à travailler avec les autres personnes qui ont des deuils à gérer de Monsieur X qui jouait aux cartes avec eux. Donc, c'est que ça, la politique des petits pas, créer une nouvelle humanité, s'intéresser aux personnes qui sont à côté. Enfin, c'est un long chemin, hein, il y a du travail. Hein. Sûrement, c'est un long chemin que de faire des choses pratiques pour développer un peu d'humanité. Oui. Alors, on est bien ensemble, je le sens. En même temps, la pendule avance comme toujours. Il y a au moins deux mains qui viennent de se lever là, plutôt sur l'avant. Si le micro peut aller vers vous, relevez la main pour qu'on vous voit bien, parce qu'on avance inexorablement vers le moment où il faudra qu'on arrête, simplement parce qu'on ne va pas y passer non plus la nuit et que passer 10h30... Bonsoir Amanda, j'ai une question qui s'est posée lors de nos groupes de parole, à savoir, faut-il l'autorisation parentale pour accompagner un adolescent endeuillé ? Voilà une colle. Merci beaucoup de nous filer une colle à 10h20. Mais non, mais vous avez fort bien fait de poser votre question à voix haute. Oui, mais humainement. Alors, je dirais, madame, moi je répondrais, il y a 2 façons. Il y a la légalité et il y a l'humanité. Alors, si vous me demandez légalement, je suppose qu'il faudrait avoir l'autorité parentale, mais parfois, nous, il est arrivé d'avoir des enfants qui venaient demander de l'aide tout seuls. Vous savez, il existe téléphone rose, azur, bleu, vert, jaune, qui sont justement pour des personnes en difficulté ou pour des enfants en difficulté. Donc, moi, je pense qu'un enfant qui a... Si c'est les parents qui les accompagnent, c'est une chose. C'est le parent qui vient demander de l'aide. Mais moi, je sais que si c'est un adolescent, si l'adolescent ne le veut pas, je ne peux pas accepter. C'est l'adolescent qui doit vouloir recevoir de l'aide ou demander un éclaircissement pour quelque chose. Mais humainement, je n'ai pas besoin qu'on me donne... un texte de loi pour aider quelqu'un. Enfin. Merci beaucoup de cette réponse. Il y a peut-être... voilà, oui, monsieur, à vous. Je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous pensez du phénomène du deuil, ces personnes qui vont mourir et qui vont avoir un traitement ou une rémission et qui vont faire abstraction du deuil qu'ils avaient préparé de leur propre mort et qui vont se mettre à revivre pour peut-être replonger plus tard ou ne pas replonger. Pas bien compris. J'ai pas bien compris. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le début de ce que vous disiez. Je pensais à ces personnes qui sont très malades, qui savent qu'ils vont mourir, qui préparent leur propre deuil dans leur tête, et soit un traitement, soit une rémission, ils vont mieux aller pendant longtemps, et donc ils vont qu'ils fassent le deuil de leur propre deuil. Si vous avez bien entendu la question là, pour le coup, c'est une question, j'allais dire originale, oui. Je ne crois jamais avoir entendu, mais merci beaucoup. Il leur faudrait faire le deuil du deuil qu'ils ont imaginé qui serait le leur. Vous savez, je crois, monsieur, je crois que la vie a une telle force et énergie que la personne qui, oui, s'est préparée et à faire son propre deuil, parce que je crois que c'est ça aussi, c'est très, très important, c'est aider, parce que la personne, il y a le deuil personnel, on devrait pouvoir justement aider cette personne à se préparer. Puis tout d'un coup, vous dites justement, bon, il y a un nouveau traitement, il y a une rémission, et la personne va mieux. Bon, à ce moment-là, je crois qu'il y a plus à se préoccuper. La personne, à ce moment-là, quand elle est en rémission, elle ne reparle pas, elle n'élabore pas sur le deuil de son deuil, si vous voulez. Elle est tellement heureuse d'être en rémission et de pouvoir reprendre un projet de vie que je crois que le projet, à moins que ce soit quelqu'un de très spécifique que vous connaissiez, et que là, il y a besoin qu'on en parle à 4 directement, mais je pense que quand on est de nouveau dans un processus de vie et dans une projectualisation de son existence, ben, ce qui est passé est passé.
C'est comme quand vous avez eu un cancer. Vous avez eu un cancer, et puis vous vous prépariez parce que vous pensiez que, et puis tout d'un coup, ça va bien, puis ça va mieux, et puis vous vous rendez compte qu'il n'y en a plus. Vous n'allez pas repenser à oh mon Dieu, comme j'étais mal à ce moment-là. Sinon, il faut vous faire aider par un psy, parce que là, il y a une espèce d'autocommisération. Mais non, vous êtes tellement heureux de vivre et de recommencer à avoir des projets que je crois que, enfin, à mon avis, le problème là, il disparaît avec l'envie de vivre. Alors, peut-être une dernière ou une avant-dernière interrogation ou sollicitation intellectuelle que vous auriez envie de partager avec tout le monde et avec Amanda Castello. Oui, madame, madame ou monsieur, je ne sais pas. En tout cas, il y a bien une main qui s'est levée à 7-8 rangées. Merci beaucoup pour le micro qui circule si vite. Voilà, relevez la main, on vous voit bien. Et si vous restez debout, vous pourrez parler. Et puis, après, il y a quelqu'un tout au fond aussi. À vous, madame, au premier rang, et après à vous. Ah oui. Bonsoir, Jacqueline, je suis accompagnante en soins palliatifs et je réagis à vos propos, à tous les deux tout à l'heure, quand vous disiez qu'un patient qui fait le choix de partir dans un autre pays pour choisir de finir sa vie, il n'y a pas que cela, il y a des gens aussi en France très malades qui arrivent au bout du bout. Et quand ils demandent à ce qu'on ne les force plus à manger, par exemple, quand ils demandent à ce que ça s'arrête parce qu'ils n'en peuvent plus, eh bien, il n'y a pas à se sentir de culpabilité, parce que c'est aussi respecter, je crois, la dignité de ces personnes malades qui demandent à ne plus être nourries, qui demandent à partir. Et il ne faut pas, à mon sens, on ne peut pas se culpabiliser de cela. Et c'est vrai que c'est extrêmement douloureux que d'accepter le choix de quelqu'un qu'on aime, quand ce choix-là tend vers la mort, mais c'est aussi laisser sa dignité à la personne qui est extrêmement malade, en fin de vie. C'est aussi ça, accompagner, et c'est aussi ça, faire ses premiers pas vers le deuil. Enfin, je pense. Donc, pour moi, il ne faut pas trop culpabiliser, à mon sens, dans ces cas-là. Voilà, ce n'était pas une question, mais c'était une remarque. Je crois que vous avez raison, madame, parce que vous touchez aussi ce qui est l'acharnement thérapeutique. Hein, vous touchez l'acharnement thérapeutique contre lequel nous sommes bien sûr absolument contraires. Donc, je pense que effectivement, une personne qui choisit de se laisser aller, c'est aussi son droit. C'est pas la même chose que d'accéder que de la tuer, disons. Enfin, d'accéder à son désir de mort. Et c'est sûrement la situation d'un certain nombre de personnes âgées qui se laissent, je ne sais pas comment le dire, dépérir en fait d'une certaine façon, et ça qui se n'ont passe. plus envie, oui. Voilà, vous savez, ça se passe effectivement. Je voudrais juste compléter peut-être. J'ai beaucoup voyagé et j'ai appris beaucoup des peuples premiers. Et la sagesse de beaucoup de ces peuples, aussi bien en Asie, par exemple, qu'en Afrique, qu'en Amérique latine, c'était qu'au moment où la personne du peuple savait qu'elle allait mourir, souvent la tribu ou le peuple tout entier l'accompagnait dans un lieu particulier. On a vu aussi cela dans certains films western, certains films sur les Indiens, qui étaient un petit peu très superficiels. Mais enfin, on savait que la personne allait partir, elle n'avait plus envie de manger, elle n'avait plus envie de vivre, et on respectait son désir, et elle se laissait petit à petit mourir. C'était comme une espèce d'auto-arrêt des fonctions vitales. Donc de la même façon qu'on a, c'est une des études que l'on fait beaucoup aujourd'hui, de la même façon qu'on a le pouvoir de guérir, ces fameuses guérisons miraculeuses, on a le pouvoir, par le pouvoir de l'intention, je vous envoie au livre de Deepak Chopra ou d'autres qui travaillent dans ce domaine, on a aussi le pouvoir d'éteindre la machine, de laisser fermer, arrêter toutes les fonctions vitales. Donc oui, je pense que vous avez raison, il ne faut pas se culpabiliser dans des cas comme ça. C'est le désir de la personne, elle ne veut plus, il ne faut pas la forcer à manger, il ne faut pas la forcer, il faut la laisser partir.
Alors, il me semble qu'il y avait une personne. Voilà, merci beaucoup de vous pouvoir prendre la parole. À votre tour, à vous. J'ai accompagné souvent des femmes qui avaient vécu des fausses couches ou subi des IVG. Et j'ai remarqué que c'était des deuils très difficiles à faire parce que c'est souvent très, très banalisé ou refoulé. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça aussi, c'est un problème de manque d'humanité de notre société. Pendant très longtemps, d'ailleurs, j'en parlais avec une jeune femme qui a le petit stand là, juste ici, qui, je crois, va parler demain, d'ailleurs, dans un atelier. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était quelque chose de pas important, que le fœtus n'avait pas de statut légal, qu'il n'y avait pas de raison de faire un enterrement ou de faire une cérémonie, et que la douleur de la femme, eh bien, n'a pas de raison d'être. En fin de compte, c'était un enfant qui n'avait de toute façon pas eu le temps de vivre, donc ça n'avait pas de valeur. Et ça, c'est un problème de société, c'est un problème de manque d'humanité, de connaissance, d'information. Et donc de laisser ces femmes seules, comme si c'était honteux de n'avoir pas été capable de devenir mère à tous les effets, comme le veut la société bien pensante. Parce que nous vivons, alors je reprends le mot hypocrite que vous aviez utilisé, monsieur. Voilà, on est dans une société hypocrite, dans une société de superficie. On est dans l'apparence. Et on n'est pas dans le profond de l'écoute de la souffrance réelle d'une personne comme celle-là. Et donc aujourd'hui, le deuil périnatal est reconnu. Mais il y a encore beaucoup de cas où on vous dit, écoutez, un peu comme vous avez perdu votre chien, allez au chenil et prenez un autre chien, on vous dit, vous en ferez un autre d'enfant. Vous êtes jeune encore. Or, c'est ça le drame et la douleur d'un deuil qui est l'incompréhension de la part des autres. Donc là, il y a un grand manque d'information, il y a un grand manque d'humanité. Eh bien, c'est sur cette phrase que je vous propose qu'on s'arrête. Merci beaucoup à vous tous qui étiez là à écouter et là pour la qualité et la précision des interventions que vous avez bien voulu faire. Merci à Jeanne-Yvonne Faller, merci à Amanda Castello. On peut continuer, si vous voulez, du côté de la librairie parce que ça vaut le coup d'aller regarder ce bouquin qui parle de choses pratiques sur ce sujet. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain pour ceux qui continuent au congrès. Alors moi, je voudrais remercier Amanda, remercier Olivier. Et puis, dans mon discours d'ouverture, si vous voulez, j'ai complètement oublié de remercier Bruno et Christophe des PFG qui nous ont beaucoup aidés et soutenus pour la préparation de ce congrès. Merci à vous.